Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 9e émission d'À Travers Champs, toujours en direct sur le studio du Siècle Vert. On est encore ensemble jusqu'à midi avec un très beau programme et aujourd'hui je suis accompagné de Hugo Franceschi. Bonjour Hugo. Bonjour Dimitri, et comme vous l'avez dit, un très beau programme, des animaux qui viendront sur le plateau, des producteurs, mais également des invités. Alors on aura des invités un peu humoristiques on va dire, qui viendront sur notre plateau, mais aussi des invités politiques. Notamment aujourd'hui nous recevons François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, que nous avions déjà reçu la saison dernière sur le plateau. Et avec Yanis Darras et Lucas Pierre, nous reviendrons bien sûr avec lui sur l'actualité, notamment les manifestations des Gilets jaunes et les élections européennes de mai prochain. Et vous nous parliez d'invités un peu plus comiques, un peu plus humoristes. Eh bien, il s'agit de Philippe Pétieux, qui est le doubleur officiel de Homer Simpson et de beaucoup d'autres films. On en parlera, il sera également accompagné de Véronique Augereau, qui est sa femme dans la vie et qui est également la doubleuse de Marge Simpson. Voilà. Un beau couple, dans le dessin animé et dans la vie. Un très beau couple. Le programme, vous le connaissez, on part aujourd'hui à Mayotte. Toutes les émissions d'À Travers Champs se concentrent sur une région précise du salon de l'agriculture. Et aujourd'hui, Mayotte, et on partira dans les îles. Alban Gamet de Saint-Germain sera en duplex avec Mélodie Sforza aujourd'hui pour nous proposer tous ces produits dans le pavillon 5. À mon avis, il y aura beaucoup d'alcool à consommer avec modération, toujours, on le répète. Toujours. On aura également Antoine Lermite qui nous présentera un animal dans quelques instants, et également les régions avec Bastien Cochet et Manon Blangis. À Travers Champs, 9e émission, on va pouvoir y aller. Et bien ça commence. Ça commence maintenant et on est ensemble jusqu'à midi. Et comme d'habitude, on fait le point sur la journée d'hier. Et donc c'était le 7e jour du Salon de l'Agriculture, le dernier jour de la semaine avant le dernier week-end. Et Manon Blangis, dites-nous tout simplement qu'est-ce qui s'est passé hier. Oui, bonjour Dimitri et bonjour Hugo déjà. Et hier ont débuté des activités réservées en fait spécialement pour les 3 derniers jours du salon. Donc par exemple, les visiteurs ont pu assister à une démonstration d'extraction de miel par les apiculteurs des Hautes-Alpes. Donc ils ont pu apprendre un peu tout le processus de fabrication du miel d'acacia. Et toujours dans les Hautes-Alpes, on partait à Orpierre dans le pavillon 3 pour un atelier de préparation d'une huile bien connue, l'huile essentielle de lavande fine. Et pas très loin également, voilà, les visiteurs pouvaient déguster du génépi. Donc de l'alcool, voilà. Donc c'est une plante des montagnes alpines, toujours évidemment à consommer avec modération, surtout qu'après j'ai vu quelques personnes faire une chenille dans les allées. Voilà. Ah oui. C'est pas super. Les effets du génépi. On sent que certaines personnes ont passé une nuit très courte. Et sur un ton un petit peu plus sérieux quand même, les visiteurs ont pu poser leurs questions à 2 ministres sur l'Europe et l'agriculture. Exactement, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, et Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, étaient accompagnés du commissaire européen à la santé et à la sécurité sanitaire hier. Donc ils répondaient aux questions et ont notamment évoqué la PAC, donc la politique agricole commune, qui soutient d'ailleurs le revenu des agriculteurs. Et Didier Guillaume a souligné que sans l'Europe, sans subvention, l'agriculture française s'effondrerait, comme l'agriculture européenne d'ailleurs. Pour lui, donc, la PAC doit demeurer forte, intégrée et pas nationalisée. Alors sur un autre sujet, Nathalie Loiseau a affirmé, quant à elle, que c'est au niveau européen que l'on peut répondre aux défis climatiques. Et le commissaire a d'ailleurs surenchéri en expliquant que les enjeux sanitaires et phytosanitaires, les enjeux climatiques étaient très interconnectés. Voilà. Vous avez eu le programme de la journée d'hier. Aujourd'hui, très vaste programme. Manon, on vous retrouvera pour des présentations de produits. On en parle notamment Mayotte. Merci beaucoup, Manon Blangis. On a nos amis des bêtes, il s'agit d'Antoine Lermite qui maintenant est accompagné de Jean-Claude Périquet que vous connaissez forcément, vous l'avez déjà vu sur cette émission. Et il est aujourd'hui accompagné avec Hugo Franceschi d'un animal très particulier. Et oui, puisque hier nous recevions un canard avec vous, monsieur Périquet, et aujourd'hui c'est un pigeon que vous avez dans les mains. Exactement, un pigeon, et pas n'importe quel pigeon. Jean-Claude Périquet, moi ça avait une première question à poser sur les pigeons justement, c'est pourquoi des pigeons au salon de l'agriculture? Effectivement, les gens sont peu habitués aux pigeons. Pour eux, les pigeons ne sont pas des animaux de basse-cour, mais en réalité, autrefois dans les fermes, avec les lapins, les volailles, il y avait également des pigeons qui étaient dans la cour et qui allaient au pigeonnier. Et ici, au salon, les pigeons font partie de notre fédération au même titre que les volailles et lapins. Vous êtes le président, je rappelle, de la Fédération française de volailles. Et alors ces pigeons, déjà, qu'est-ce qu'on a, quelle bébête on a ici? Ça ressemble beaucoup à des pigeons qu'on peut croiser dans des agglomérations. Et c'est tout doux. C'est super doux. Mais oui, c'est tout doux. C'est vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les mains?
Alors, c'est un pigeon mondain. Effectivement, il a un peu la couleur des pigeons de Paris, mais seulement la couleur. Parce qu'il est beaucoup plus gros, hein, parce que cette race fait pratiquement 1 kilo. Il a été créé au début du XXe siècle et son standard a été reconnu en 1931. D'accord, très bien. Et alors ces pigeons-là, comme tous les animaux que vous exposez, on rappelle des lapins, des canards, des cobayes, vous nous avez beaucoup fourni cette année en animaux. Ils sont disponibles à la vente pour des professionnels et pour des particuliers. Effectivement, ces pigeons ont participé au concours comme les autres, évidemment, et une grande partie est à vendre. Alors ce sont des spécialistes comme nous qui les achetons, ou bien des particuliers qui veulent quelques pigeons pour leur basse-cour. Alors moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous maintenant, puisque vous êtes là depuis le début de la semaine. On vous a plus vu que certaines personnes, certains chroniqueurs chez nous maintenant. Chroniqueurs, on vous a plus vu que Guillaume Charpin. Moi la question que j'avais envie de poser, c'est en tant que président de la Fédération française de volaille, en quoi consiste votre travail au Salon de l'Agriculture et même en dehors finalement? Au Salon de l'Agriculture, je gère un peu tout ce qu'il y a à gérer. Par exemple, il y a des rings de présentation de nos activités. Donc le matin, je désigne un peu les personnes qui le font. Je réponds aux sollicitations des journalistes. On a un stand de la Fédération des volailles que je gère avec d'autres camarades. Voilà, la journée passe vite. Hein. Les journées passent vite, très vite ici. Une dernière question, vous avez également vous vendez des livres que vous avez écrits. Je me rappelle notamment les guides de la basse-cour pour débutants. Je ne sais plus si c'était le titre exact, mais il y a de nombreux ouvrages comme ça qui sont également disponibles à l'achat dans le salon. Voilà, effectivement, on présente nos livres. J'ai écrit près d'une 60aine d'ouvrages sur le sujet, sur tous les animaux de la basse-cour, et on les présente au public. D'accord, donc notamment ce magnifique pigeon qu'on a ici, qu'on retrouve à côté des poules, des coqs, des dindons aussi. J'ai vu des dindons, des lapins, des cobayes. Il manque finalement que des éléphants. Et c'est évidemment, et c'est ici au pavillon numéro 4 qu'on peut les retrouver et qu'on peut vous retrouver, Monsieur Perriquet, ainsi que peut-être vos livres sur Internet. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Antoine Lhermitte, merci Hugo Franceschi, merci Jean-Claude Perriquet de vous être déplacé et d'être venu donc sur notre plateau avec vos animaux qu'on entend tout au long du Salon de l'Agriculture et qu'on peut retrouver au pavillon 4. Merci à vous. Et on retrouve encore une fois Manon Blanchis pour nous présenter cette fois-ci une région. Et on part sur une île, forcément ça fait rêver, située dans le sud de l'océan Pacifique. Elle fait partie du groupe des îles du Vent et on parle de l'archipel de la Société. Manon Blanchis, vous nous présentez Tahiti. Oui, alors c'est une île qui n'est pas vraiment une région en fait, mais plutôt qui fait partie d'une collectivité d'outre-mer. Tahiti est la plus grande île de la Polynésie française et la présence d'ailleurs française remonte à 1843. Donc Tahiti est alors sous protectorat avant de devenir une colonie en 1880. Et depuis 1946, ça fait beaucoup de dates, hein, je sais, mais c'est depuis 1946 donc un territoire d'outre-mer. Et du coup, elle bénéficie d'une autonomie, mais attention, pas une autonomie politique, mais seulement administrative. Voilà, bon, on connaît tous, on a tous suivi le concours Miss France, forcément. Ah oui. Le concours Miss France 2019. Et maintenant, j'espère quand même que vous avez parlé de notre Miss nationale, qui est Miss Tahiti. Évidemment, juste pour vous faire plaisir d'ailleurs. Et notre Miss France 2019 est donc bien Miss Tahiti Waimalama Chavez. Elle est née en 1994 à Papeete, la capitale de la Polynésie française. Et avant de s'inscrire en fait au concours de beauté, Waimalama a obtenu son master en management, spécialité marketing, donc aucun rapport. Et elle bossait comme community manager pour une salle de sport. Et en fait, elle a dû arrêter totalement ce métier pour se préparer justement au concours de Miss France. Un concours qui lui a permis d'ailleurs de montrer à tous qu'il faut avoir confiance en soi, puisqu'elle-même subissait des moqueries sur son physique avant de devenir Miss France, puisqu'elle avait beaucoup plus de poids que maintenant, voilà. Et il faut savoir d'ailleurs que la cousine de Waimalama, Mareva Georges, est notre ancienne Miss France également, mais qui était Miss France en 1991. Comme quoi, c'est de famille. Voilà, la beauté, c'est familial. C'est les gènes. Et on continue ce portrait de Tahiti avec une autre femme, mais cette fois-ci dans le domaine du cinéma. Voilà, Karina Lombard, qui est née à Tahiti en 1969 et elle commence sa carrière d'actrice à seulement 17 ans. En fait, c'est un photographe qui la repère dans un restaurant à New York. Alors moi, je pensais que c'était un mythe quand même, hein, ces histoires-là. Mais bon, ça arrive qu'à certaines personnes, hein, voilà. En tout cas, ça vous arrivera, Manon, vous inquiétez pas. J'espère, j'y crois encore. En tout cas, son premier rôle est dans une série télévisée française, L'Île, mais elle décroche surtout un rôle en 1994 dans le film Légende d'automne avec Brad Pitt et Anthony Hopkins, par exemple. Donc elle a beaucoup alterné entre les films français et américains pour finalement, aujourd'hui, écrire, réaliser et même monter des films.
Merci Manon Blangis pour cet éclaircissement et cette précision sur la belle île de Tahiti. Merci Manon. Et le seul, le beau, l'unique, Bastien Cochet nous a rejoint. Bonjour Bastien. Bonjour Dimitri Hainaut. Et vous n'êtes pas venu tout seul. Et non, je suis venu avec Sandrine France, qui est professeure au lycée agricole d'Opunam. J'espère que je prononce bien. Dopunou. Ça se situe sur l'île de Moorea, juste à côté de Tahiti, l'île sœur. Donc je le prononce très mal. Et vous êtes venu avec une de vos élèves. Oui, une de mes étudiantes. Voilà, si vous voulez vous présenter. Je me présente Agnès Marie-Rose. Et donc vous êtes élève au lycée agricole Oui. et vous êtes venu aujourd'hui nous présenter vos confitures. Oui, c'est exact. Alors, comment est-ce que est venue la production de confitures au sein du lycée agricole? Bien, c'est un lycée avec une exploitation spécialisée en culture fruitière et en arboriculture et en maraîchage. Et petit à petit, certains produits ont été transformés. Les élèves participent à la production, à la récolte, à la transformation et aussi à la commercialisation, puisqu'on a une section vente de produits alimentaires, jusqu'à l'année dernière sur le salon de l'agriculture. Grâce au gouvernement polynésien, on peut emmener maintenant des élèves du lycée, présenter les produits, les faire déguster, accueillir le public et représenter ce petit bout de Polynésie. Donc le stand est financé par le gouvernement polynésien. Voilà. D'accord. Nous sommes sur le stand de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire avec d'autres producteurs de Tahiti et des autres îles et d'autres distributeurs de produits tahitiens. Oui. Et vous êtes venu à combien du lycée? Nous sommes venus avec 10 élèves et étudiants et 4 accompagnateurs. Et pour certains élèves, c'est la première fois en France et en Europe, pour une bonne partie du groupe. C'est une vraie découverte pour eux, aussi bien sur le salon, aller à la rencontre des autres régions, que dans Paris, puisqu'on leur permet aussi de visiter la capitale et de découvrir tous ces monuments historiques, ces musées, etc. Bienvenue, ça doit vous changer de Tahiti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous nous avez ramené sur le plateau? Marie-Rose, tu veux présenter les produits? En fait, ici présent, il y a des confitures de plusieurs parfums. Vous avez la première qui est le buzz de cette année, c'est la confiture de Tiare Tahiti qui est la fleur. Elle marche très bien? Oui. Ensuite, à côté, vous avez ananas papaye, c'est ça? Oui, c'est exact, ananas papaye. Et ensuite, on a, si je ne me trompe pas, c'est mangue vanille. Et tous les fruits, ils sont où en fait? Où est-ce que vous les récoltez? C'est au sein du lycée agricole? Oui, c'est exact. Vous avez une plantation au sein même du lycée? Oui. Et après, le processus pour faire la confiture, comment ça se passe? C'est un processus de fabrication tout à fait artisanal et traditionnel. Ce sont des confitures qui n'ont pas d'additifs de conservateurs, hormis pour certaines un peu d'agar-agar si les fruits ne permettent pas une gélification suffisante. Mais sinon, c'est vraiment des confitures qui sont faites artisanalement, même si le matériel est quand même semi-industriel avec un vrai atelier de transformation. Et donc il n'y a aucun sucre ajouté dans ces confitures? Parce que c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux confitures qui peuvent être dans le circuit industriel par exemple. Ah, mais il y a toujours un peu de sucre ajouté dans n'importe quelle confiture, hein. C'est une nécessité pour la conservation, hein. Mais il y a beaucoup plus de fruits que de sucre dans la confiture. L'initiative... Ah pardon, excusez-moi, vous vouliez rajouter? Elle voulait rajouter qu'il y avait 63% de fruits dans les confitures. En dehors de la confiture de Tiare, puisque le Tiare Tahiti, c'est une fleur, hein, c'est la fleur de gardenia. Et on peut voir un peu à travers la confiture les pétales qui sont on les voit bien en transparence. On les voit en transparence. Donc, elle a super un joli. petit goût de miel. Elle ressemble presque plus à un miel, mais ce n'est pas du miel. Donc c'est une confiture qu'on peut utiliser aussi en cuisine, tout comme on utiliserait un miel pour déclasser un magret de canard avec du foie gras. On peut l'associer avec des produits qui ne sont pas du tout polynésiens. Est-ce que vous laisseriez Hugo goûter une des confitures? Mais bien sûr, Marie-Rose va lui faire une petite dégustation. Je sais qu'il adore ça. Voilà. En plus, j'ai pas petit déjeuner ce matin. Du coup, franchement, là, je suis plus que preneur. Donc là, c'est avec le Tiare, c'est ça? Oui, c'est la confiture de Tiare Tahiti qui est spécifique de Polynésie. D'accord. Alors c'est assez liquide, ça ressemble un peu plus à un miel. Oui, on dirait presque du miel. Classique. Hugo, je vais peut-être vous aider, vous êtes un peu empêtré. Merci Dimitri.
Et donc les pétales sont comestibles? Oui, bien sûr. Beaucoup de fleurs sont comestibles. Oh, c'est succulent. C'est succulent. Ça me fait penser à un peu du sirop d'érable ou du miel, effectivement, mais quand même un peu plus liquide, un peu moins épais. Je vous crois sur parole. C'est pas vraiment une. C'est génial, j'adore. Voilà, j'adore. un nouveau fan. On peut vous retrouver donc dans quel pavillon, justement? Dans le pavillon 5-1, 5. avec tous les autres DOM et COM. Ouais. Voilà, on est au stand de la Polynésie, entre l'allée B et l'allée C. D'accord, très bien. Et une gamme de prix par rapport à ces confitures, justement, si on veut repartir avec des confitures, combien ça n'a pas Si vous voulez repartir avec des confitures, ça va être un peu compliqué parce qu'on a vendu quasiment tout le stock C'est génial, très rapidement. le succès. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, et elles étaient à 5 € le pot. D'accord, oui, ça explique aussi pourquoi elles sont parties. Si en plus de ça, elles sont bonnes et pas chères, c'est assez bien. Donc du coup, vous avez plus de stock du tout pendant tout le salon? On est quasi à flux tendu. Il reste peut-être une vingtaine de pots. On a les derniers survivants. C'est ça. On va se dépêcher pour y aller alors. Voilà, il Mais- faudra se dépêcher. Du coup, vous faites une marge sur les ventes et si vous en faites une, pourquoi l'utiliser? Ça revient à l'école? Ça revient, oui, sur le site du lycée. Tous les lycées agricoles disposent d'une exploitation ou d'un atelier de transformation ou les deux. Et donc, ça fait partie du budget de fonctionnement de l'exploitation agricole. Hein. Donc, ils produisent et la vente, elle revient au fonctionnement de l'exploitation, sur le budget de l'exploitation agricole. Et de Merci, l'établissement. merci beaucoup Bastien Cochet, merci à vous de vous être déplacé sur Merci de notre nous avoir stand. reçus. Merci pour le petit test des confitures, je pense que Oui, Hugo est merci de content. m'avoir fait goûter. Et puis on vous souhaite une bonne fin de salon, profitez-en et puis félicitations pour les ventes que vous avez pu accomplir. Peut-être Marie-Rose peut vous dire au revoir en tahitien. Allez, Ah oui. histoire de nous faire voyager. Maruru yau tō te wharerera e yahame te mei tau tō te rera maruru. D'accord. Eh bien, à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir proposé ces produits. On vous souhaite une bonne fin de salon. Dans quelques instants, on continue le déroulé de l'émission avec Antoine Lhermitte qui nous proposera des produits. Et également, on continuera de voyager avec Alban Gamet de Saint-Germain qui est en train de se balader dans le salon de l'agriculture. Si vous voyez un monsieur étrange avec un téléphone en train de filmer, c'est normal, rassurez-vous. On retrouvera donc Alban Gamet de Saint-Germain et Antoine Lhermitte dans quelques instants. Restez avec nous. De retour dans À Travers Champs, bienvenue si vous nous rejoignez, restez avec nous parce que dans quelques instants, François Asselineau s'installera sur ce canapé pour nous parler politique avec Hugo Franceschi, Yanis Darras et Lucas Pierre. Mais avant ça, on va retrouver de nouveau Antoine Lhermitte qui est revenu cette fois-ci, mais pas avec un pigeon. Non, cette fois-ci pas avec un pigeon, plutôt avec du rhum. On quitte la France métropolitaine quelques instants pour parler de Tahiti et du rhum de Taha avec Pierre Valette. Bonjour Pierre. Bonjour. Ah, merci d'avoir accepté de venir ici, de nous en parler. Et déjà, comme je l'ai beaucoup fait depuis le début du salon et je suis très fier à chaque fois de le faire, j'aimerais vous féliciter puisqu'on a une bouteille de rhum ici qui est médaillée d'or de cette année. Voilà, exactement, dans la catégorie 55 et plus, hors AOC Martinique. Eh ben, 55 félicitations. Félicitations. Merci. Surtout qu'on en parlait hors antenne, cette exploitation, elle est extrêmement jeune. Parce que le projet a une quinzaine d'années, mais vous avez commencé à produire seulement depuis 4 ans. Voilà, c'est ça. Donc le projet de base a plus de 15 ans en fait, le temps de retrouver les variétés de canne à sucre originelles, donc sur l'île de Taha et puis particulièrement polynésienne. Et donc ça fait 4 ans que voilà, on a commencé à produire le rhum, donc avec notre alambic et nos partenaires aussi à Mouléa. Alors là, on a deux bouteilles très différentes. On a la bouteille de gauche qui est un rhum à 55%, un rhum un petit peu plus, on peut dire léger. Musclé? Non, musclé, léger. 45%, je sais pas Ouais, si on peut allez, dire plus un léger. poil plus léger. C'est quoi la particularité de ces deux bouteilles? C'est quoi la particularité finalement même du rhum de Taha? Alors, déjà on est sur un rhum agricole, c'est-à-dire qu'on le produit à partir de pur jus de canne à sucre. Qui sera fermenté puis distillé pour retirer donc vraiment les arômes des cannes. Donc comme je vous disais, c'est des cannes originelles. Donc on a quelque chose d'unique qui n'est pas ressorti sur le marché aujourd'hui. Et tout ça c'est de la petite production aussi. Et derrière, donc on va chercher les arômes de cette canne qui quand même était utilisée, faut le savoir, au 19e siècle pendant une trentaine d'années pour faire du sucre à 80% dans le monde. Mais depuis, il y a eu beaucoup d'hybridation, de sélection des cannes à sucre et pour la production du rhum dans les Caraïbes, etc. Mais ces cannes à sucre, excusez-moi de vous couper, elles sont produites par vous, enfin vous les cultivez vous-même ou alors vous les importez, vous les achetez? Alors, elles ont toutes produites sur l'île de Taha, là où nous sommes. Ça a été développé là-bas et c'est les producteurs donc, qui les produisent
et nous qui les achetons aux producteurs. Mais nous avons fidélisé ces producteurs. On ne parle pas d'importation, on parle de travail local, Tout en est du partenariat local. avec les... C'est le circuit court. C'est ça, On exactement. appelle communément le circuit court. Exactement, le circuit quoi. Et on a une deuxième bouteille ici qui est très particulière encore, parce que là on est vraiment sur du fait main, on disait, même le bouchon, même l'étiquette, tout est fait, Tout est artisanal, tout est fait main du début à la fin. Moi j'avais une autre question par rapport à ça, c'est votre première année au Salon de l'Agriculture aujourd'hui ? 3e année. C'est votre 3e année. Et comment ça se passe justement quand on est un nouvel exposant, un nouveau producteur par rapport à tous les anciens qu'on peut trouver ici, notamment en matière de rhum ? Quand on a une médaille, il y a du grabuge. Ouais, surtout en étant aussi jeune producteur, si je puis dire. Après, on est axé sur le stand Polynésie, donc Tahiti, donc c'est encore une autre territoire d'outre-mer, donc c'est un peu différent. D'accord, très bien. Merci. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Ouais, moi je voudrais savoir, est-ce que je peux sentir ce rhum ? Ah oui. J'aimerais beaucoup. La curiosité d'Hugo Franceschi qui va le perdre un jour. Je ne bois pas, Voilà. Je précise. On n'oublie pas la consommation d'alcool, toujours avec modération. Exactement. Donc là, voilà. Non, on a dit sentir, pas mettre le nez dedans. Oui, non, mais... non, en fait, je disais ça parce que, contrairement à d'autres rhums que j'ai pu sentir cette année sur le Salon de l'Agriculture, il a cette odeur un peu de fruits. Il a une odeur, odeur très particulière, contrairement à d'autres où on sent je l'ai bouché, donc ça va être compliqué. En fait. L'alcool ou d'autres... Là, c'est la particularité de cette canne vraiment fruitée, quoi. D'accord. Productive. C'est ça, effectivement. On ressent vraiment le fruit. On pourrait presque penser que ça passe tout seul, même. C'est vrai. Alors, peut-être qu'en bouche, on viendra dans votre stand avec plaisir. On peut vous retrouver donc dans le hall pavillon 5, pardon. C'est ça. Pavillon 5, dans le stand Polynésie. C'est ça, exactement. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté donc la distillerie de Taha. Et merci à vous Antoine, et puis félicitations pour votre médaille pour le rhum, donc le médaille du concours général agricole du Salon de l'Agriculture. Félicitations et puis bonne fin de salon. Merci à vous Antoine Lermitz. Merci. On est censé retrouver maintenant notre team duplex, Alban Gamay Saint-Germain accompagné de Mélanie Sforza aujourd'hui. Alban, où est-ce que vous êtes? Faites-nous rêver tout de suite. Alban. Allô Alban. Ah, vous nous entendez? Mais j'ai pas... Alban qui ne nous entend pas. Non, Alban qui... Allô Alban. Ah. Oui Dimitri et Hugo. Où est-ce que vous êtes? Alors, je vous emmène à 17 000 km du Salon de l'Agriculture, dans la mer de Corail et l'océan Pacifique Sud. Je vous emmène en Nouvelle-Calédonie, où pas loin de stand... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Ok. Alors, je vous emmène donc pas loin de là où vous avez accueilli le producteur de Tahiti. Et avant de démarrer le tour de la Nouvelle-Calédonie et de toute la Polynésie française avec les produits artisanaux, on va démarrer avec Alison et Manon qui ont une particularité dans ce salon, qui nous proposent quelque chose. Alors on va commencer par Manon. Bonjour à tous, en fait nous on est le groupe de danse qui anime, qui sommes là pour présenter la danse tahitienne sur le Salon de l'Agriculture, donc pour le stand de la Polynésie française, et on est ravis d'être là. C'est la deuxième année qu'on est là et sur 2 ans d'existence pour notre association qui s'appelle Hotura Ori, nous sommes ravis d'être là en tout cas. Alors on voit donc vous animez, vous faites des animations donc quotidiennes pour les gens. Pour vous, quelle est l'importance en fait d'être ici? Alors, pour nous déjà c'est de transmettre la culture tahitienne, c'est vraiment trouver partager notre savoir-faire parce qu'on vit nous à travers la danse et du coup notre particularité et ce qu'on aime faire c'est justement transmettre notre savoir-faire et surtout notre passion. Voilà, donc vous avez compris, des activités, des spectacles de danse avec donc des danseuses, des danseurs, un groupe aussi accompagné par un groupe de musique. C'est très rythmé, j'ai déjà assisté, franchement il faut venir. Prochain rendez-vous c'est à quelle heure? 14h, donc 14h dans le pavillon 5 pour assister à ce spectacle. Super, merci beaucoup les filles. Et voilà, on enchaîne directement avec Jacques Ozika qui est sculpteur, comme vous pouvez le voir sur les images de Mélanie Sforza. Alors Jacques, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement? Alors là, je suis en train de sculpter dans du bois de gaillac, voilà. Et là, je suis en train de sculpter un personnage, une tortue, voilà. Alors la particularité du bois de gaillac, c'est que c'est un bois clair foncé. Vous avez l'aubier clair et foncé le cœur, et tout ça dans du bois très dense.
très dense. Et c'est du bois qu'on retrouve essentiellement dans le Pacifique ou on peut le retrouver ailleurs? Alors ce bois-là est partout dans le Pacifique. Alors chez nous, du côté de la Nouvelle-Calédonie, le bois il est très rugueux au niveau de la peau. Après, vous avez dans d'autres endroits comme à Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Tahiti, la peau elle est lisse. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors ça fait 20 ans que je fais de la sculpture. Voilà, ça fait 20 ans que je fais de la sculpture. Et puis maintenant, avec l'expérience, maintenant, ben, je peux. Des fois, je dessine plus le bois, je me mets directement dans le bois, quoi. Très bien, et ben merci Jacques, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon salon. Voilà, donc Jacques d'ailleurs qui fait partie de la tribu des Tchapous. Et on a aussi Fouillé qui est en train donc de faire de l'artisanat, des paniers en fait, avec des feuilles de cocotier, et elle se sert également de tubercules de patates. Voilà, donc ça c'est au pavillon 5, à l'étage numéro 1, où vous pouvez retrouver donc toute cette partie Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, où vous pouvez retrouver donc, bien sûr les goûts et les saveurs de la gastronomie locale, mais également tout l'artisanat et le travail, on va dire, manuel des produits de la Polynésie française. Merci Alban Gamet de Saint-Germain donc pour cette belle visite du pavillon 5 avec les différents produits qu'on peut retrouver là-bas, et il n'y a pas que à manger et à boire, et nous l'a bien prouvé. Merci Alban, on vous retrouve tout au long de l'émission pour d'autres duplex pour continuer à vous faire visiter le salon de l'agriculture. On retrouve maintenant Hugo Franceschi qui s'est déplacé avec Alexandra Delbo. Bonjour à vous. Et bonjour Dimitri, enfin rebonjour plutôt, on s'est déjà vu. Oui, effectivement, moi je me téléporte, Dimitri, et puis là je suis avec notre experte en technique agricole, Alexandra Delbo. Bonjour Alexandra. Bonjour Hugo, bonjour Dimitri. Et aujourd'hui, Alexandra, vous allez nous parler de pièges à insectes. Et pour cela, vous avez une invitée, c'est Martine Maybech, qui est directrice de l'Institut d'écologie et d'environnement de Paris. Bonjour Martine. Bonjour, enchantée. Donc on va parler justement donc de pièges à insectes. Le but c'est de réduire l'usage des insecticides. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord celui-ci, comment est-ce qu'il fonctionne? D'accord. Alors en fait, donc ces pièges sont basés sur l'utilisation d'odeurs qui vont attirer les insectes. Donc au fond du piège, vous allez mettre par exemple une solution d'eau, et puis vous allez mettre au-dessus une pastille qui va émettre une odeur qui va être très attractive pour une espèce donnée d'insectes. Par exemple, si c'est la processionnaire du pin, des petites chenilles qui posent beaucoup de problèmes, qui détruisent les pins, eh bien, on va pouvoir attirer spécifiquement les mâles papillons de cette espèce. Ils vont tomber, en fait, attirés par l'odeur, ils vont s'approcher du piège, et ils vont tomber au fond du piège, qui va donc les capturer définitivement. Ils vont être comme englués, en fait, au fond. Voilà, exactement. Donc, ça permet de contrôler la population, d'avoir une idée de combien de mâles de processionnaires du pin sont dans l'environnement, et de déclencher éventuellement à ce moment-là des méthodes de lutte mécanique pour retirer des nids, des choses comme ça. Et cette odeur particulière qui les attire s'appelle les phéromones, c'est ça? Voilà, des phéromones, donc ce sont des odeurs qui vont être émises ici par exemple par les insectes, qui vont attirer des insectes de la même espèce. Donc par exemple ici on va utiliser, pour l'exemple de la processionnaire du pin, ça va être la phéromone sexuelle émise par la femelle de ce papillon, et qui va attirer les mâles de cette espèce de papillon. Et contrairement aux insecticides, ça permet de cibler un seul type d'insecte, et donc de ne pas tuer tous les insectes qui seraient environnants et peut-être bénéfiques pour les cultures. Voilà, tout à fait. On va utiliser la phéromone qui est active dans une espèce donnée. Donc si je reste sur mon exemple de la processionnaire du pin, cette odeur, elle n'attire que les processionnaires du pin et pas les abeilles ou d'autres espèces qu'on veut au contraire protéger. Et donc on a un deuxième piège juste ici. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Il faudrait le voir. Alors à travers pour bien comprendre. Donc là, c'est ce qu'on appelle un piège delta à cause de sa forme. Donc le principe est le même, c'est-à-dire que là, vous avez à l'intérieur une petite capsule qui va permettre de déposer la phéromone. Par exemple, ici, ça va être une phéromone d'un papillon, par exemple l'eudémis de la vigne, qui pose des problèmes dans les vignobles. Eh bien, ça va permettre, là aussi, avec la phéromone sexuelle, d'attirer les mâles de cette espèce de papillon. Et là, par contre, ils vont s'engluer quand ils vont se poser à l'intérieur
l'intérieur du piège, il y a une matière collante, ils vont se coller dessus. Donc ça, typiquement, ce genre de piège, ça ne permet pas de capturer beaucoup d'insectes comme l'autre, mais ça permet d'avoir une idée, là aussi, du niveau du nombre d'insectes présents dans la culture. Et quelles sont leurs utilisations? Plutôt pour des jardins, plutôt pour des grandes cultures, moyennes cultures? Est-ce qu'on peut adapter la taille du piège En fait, il y a maintenant de plus en plus de types de pièges qui sont commercialisés. Et dans son jardin, on peut très bien mettre des pièges, par exemple la pyrale du buis, qui a un gros problème actuellement dans les jardins, aussi bien des particuliers, vous pouvez acheter des petits pièges pour mettre dans votre jardin pour lutter contre la pyrale du buis, par exemple. Ça vous permet de détecter le papillon et de pouvoir surveiller vos plantes pour retirer les chenilles avant qu'elles ne fassent trop de dégâts. Et vous, votre équipe travaille sur comment est-ce que les insectes sentent les odeurs, c'est ça? Voilà. Quel est le système olfactif Exactement. des insectes? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, nous, notre nez, tout le monde sait comment il fonctionne. Les insectes, ils n'ont pas vraiment un nez, ils ont ce qu'on appelle des antennes. Donc, ce sont des structures qui portent sur la tête et qui portent en fait comme des petits poils percés de trous microscopiques qui permettent de faire entrer les odeurs. Et ces petites structures sont vraiment comme des microcapteurs extrêmement sensibles. Et généralement, une espèce d'insecte va être spécialisée dans la détection d'un certain nombre de molécules odorantes. Donc c'est un micro-nez, si vous voulez. Oui. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, Alexandra Delbo. Et en tout cas, peut-être pour revenir vers vous, Dimitri, vous devrez utiliser des phéromones. Voilà, pour que je revienne. Une technique. Merci du conseil. Merci Hugo, merci Alexandra et merci à vous de vous être déplacés sur le plateau donc, du studio du Siècle Vert. Bastien Cochet, vous êtes de retour avec un autre producteur et d'autres produits à nous présenter aujourd'hui. Rebonjour Dimitri. Et maintenant, je suis avec Stéphanie Royer, qui travaille pour les tourteaux de Jaran, c'est bien ça? Et donc, qui fait des pains, de la pâtisserie, de la confiserie. Enfin, surtout les tourteaux fromagers, les broyés du Poitou, voilà, mais c'est vraiment très très centré sur le tourteau fromager. Le tourteau fromager d'ailleurs que vous nous avez amené en plateau, voilà, qu'on dégustera dans une petite seconde, Hugo, ne soyez pas si pressés. Chouette. Alors, donc vous êtes à Choupe dans la Vienne? C'est ça, alors ça c'est là où j'habite, hein, mais l'entreprise est à Poitiers, face à l'aéroport à Biard en fait. Voilà. D'accord, c'est une entreprise familiale? Non, c'est pas du tout une entreprise familiale. Ça a été créé par Monsieur Jahan au départ. Et maintenant, nous avons Monsieur Jounou qui est le patron de Tourteau Jahan. Voilà. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un peu plus en détail du tourteau? Oui. Déjà, quels ingrédients il faut pour un tourteau? Le tourteau fromager, en fait, c'est un gâteau qui est fait à base de fromage frais. Donc on utilise 25% de fromage frais, œufs, sucre, farine. Et en fait, il est grillé comme ça sur le dessus, parce qu'on le cuit à 350 degrés. Ah oui. Donc en fait, ça c'est le moule du tourteau. Hop, je vous explique tout. On fait une pâte de fond, une pâte brisée simplement dessous. On fonce le moule. On met 25% de fromage frais, les jaunes d'œufs, sucre et la farine. Juste sur le fromage frais, c'est quel type de fromage? Là, plutôt du fromage de vache, Alors de là, chèvre? voilà, là on utilise du fromage frais de vache en faisselle. Voilà. Et donc on fouette tout ça. À côté, on a monté les blancs en neige. Après, on incorpore donc les deux mélanges. On remplit le moule à ras-bord et on enfourne après à 350. Donc c'est pour ça que ça gonfle et que ça grille comme ça sur le dessus. Je vais vous le couper peut-être, comme ça vous verrez l'intérieur. Ah oui, je veux bien si vous voulez. Bien. Alors c'est vrai que oui, à première vue, ça a l'air en fait cramé, un peu comme ça, grillé. Voilà. Grillé. Soyez précis, Hugo. Grillé. Soyez précis. Mais c'est vrai que oui, on a découvert cette pâtisserie hier. Donc en fait, dedans, après, voilà, vous voyez, c'est tout frais, tout moelleux. Et en fait, le fait que ça soit grillé comme ça dessus, ça permet de garder la fraîcheur du produit et en même temps de le garder 15 jours tranquille dans le bac de réfrigérateur, ça ne bougera pas. Voilà. Ça fait une sorte de couche de protection, quoi, au final. C'est exactement ça, voilà, ça lui fait une petite couche de protection naturelle. Hugo, arrêtez de regarder comme ça le produit. Vous allez goûter, rassurez-vous. Vous allez goûter. C'est vrai que ça a l'air très moelleux. En plus, j'ai déjà goûté hier et c'est vrai que la sensation est assez... En plus Oui, je me fais des petits plaisirs. Laissez-moi, Dimitri, d'abord. Le tourteau, tout se mange en même temps. Hein. Faut pas hésiter à manger. Voilà, vous croquez dedans, comme ça vous avez tout de suite les différentes saveurs du produit. Hein. Hop, ça. Un petit bout aussi ou pas? Dimitri, un petit mot. Le gourmand. Bon, allez, on va se sacrifier pour la patrie. Ah. Hop là, merci beaucoup. Voilà. Hugo, Alors, première Hugo. réaction, j'ai l'impression que ça a l'air bon. C'est succulent.
C'est génial. Non mais c'est terrible. Et nous on met ça, donc on mange ça en petit déjeuner, mais on n'hésite pas aussi à le mettre à l'apéritif avec un petit pétillant ou un pinot des Charentes, ça va très très bien. Voilà. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que, il y a le grillé qui est très, qui apporte une touche de croustillant, mais en fait, c'est vrai que c'est très frais, c'est très parfumé l'intérieur et c'est particulièrement moelleux. Le mélange de textures est très agréable en plus. Voilà, un vrai. Je suis jaloux, mais je goûterai juste après, parce qu'on va continuer à discuter quand même un peu. Nous, on continue de manger. On est dans notre coin, donc vous occupez pas de nous. Faites-vous plaisir. Est-ce que les ingrédients sont locaux pour confectionner le tourteau? Pas trop, parce qu'au niveau du fromage, c'est toujours un petit peu compliqué. En fait, le tourteau, quand on peut, on le fait. Mais en fait, le tourteau, à chaque fois qu'on fait un four, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il suffit qu'un fromage ne soit pas égoutté comme d'habitude, qu'il y ait un petit souci. Enfin, voilà, ça peut... Le produit, à chaque fois qu'on fait un four, c'est toujours une surprise à la sortie. C'est aléatoire, le résultat que vous allez avoir? Bon, généralement, on se plante pas trop, mais... Ça va, celui-là a l'air plutôt réussi. Non, mais on se plante pas trop, mais effectivement, il faut vraiment travailler toujours avec des bons produits et voilà. Et vous nous avez amené autre chose aussi. Alors ça, c'est un broyé du Poitou, c'est ça? Ça, c'est la deuxième spécialité du Poitou. Donc ça, c'est un gâteau sec. Donc là, c'est beurre, sucre, farine, une pincée de sel. Et nous, on met une petite goutte de rhum pour le parfum, ce qui ne gâche rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est un gâteau qu'on peut garder 3 semaines, 1 mois. À partir du moment où il est sec, on garde très très bien ce gâteau. Et c'est un gâteau qui ne se coupe pas, c'est un gâteau qui se casse. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le broyé. Voilà. D'accord. En fait, la tradition du broyé, normalement, on doit donner un coup de poing et en fait, il doit se casser. Donc je sais pas qui veut donner un petit coup. Dimitri peut-être. Un petit coup. Pourquoi tout de suite? Écoutez, juste un petit coup sur le dessus, rapidement. Voilà, allez-y. Encore. Dimitri s'est cassé la main sur le gâteau. Voilà. Et là, c'est un gâteau, voilà. Hop là. Et là après normalement on dit ça fait des grosses parts, des petites parts. Donc les plus gourmands prennent les grosses parts. Et tout ça on pourra le goûter bien évidemment grâce à vous. Merci beaucoup Bastien Cochet d'avoir ramené donc ces produits avec vous. Merci infiniment. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne fin de salon. Profitez bien et puis en espérant qu'il s'est déjà bien passé jusque là. Merci d'avoir fait le déplacement sur le studio du Siècle Vert et on vous souhaite donc une bonne fin de salon. Merci à vous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Antoine Lermite qui nous proposera encore d'autres produits forcément de qualité. Qu'on pourra goûter. Je suis avec un enfant aujourd'hui et on retrouvera également Alban Gabet de Saint-Germain. Oui, Bastien. Pour avoir goûté le produit qui va arriver hier, je pense que vous allez aimer, Hugo. Ah super, merci. C'est rassurant. Merci, vous venez de me donner un enfant à côté de moi. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, dans quelques instants, on retrouve Antoine Lermite avec un autre produit et également Alban Gamet de Saint-Germain accompagné de Mélodie Sforza et continue de vous faire visiter le salon de l'agriculture à sa manière. Tout ça, c'est dans quelques instants. Restez avec nous. Toujours en direct du studio du Siècle Vert. Dans 10 minutes, François Asselineau nous rejoindra sur ce plateau. Juste avant ça, on retrouve de nouveau Antoine Lermite qui continue de nous faire visiter et voyager. Et aujourd'hui, on part dans une région que je connais bien. Oui, on part en Bretagne et plus exactement dans le Finistère avec le goûter Bigoudin et avec Yves Le Petit Corps qui en est le président directeur général. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir présenter tous ces beaux produits qu'on a là. On a un peu de tout, on a un gâteau breton, on a des palais bretons, on a des galettes artisanales et en réalité le goûter Bigoudin c'est bien plus que ça. On a de tête, on a des palmiers, des rochers, des 4 quarts et la liste est extrêmement longue. La liste est très très longue. Donc rien que pour ça. Alors, une première question que j'ai en tête, c'est un des leitmotifs du goûter Bigoudin, c'est de faire des produits à base de froment et de blé noir. Et moi j'avais envie de vous demander qu'est-ce que c'est que le blé noir finalement? Alors effectivement, la plupart des biscuits que l'on trouve aujourd'hui en Bretagne sont des biscuits à base de farine de froment. La farine de froment, elle est issue du blé. Le blé, c'est effectivement, tout le monde connaît le blé qui produit la farine de froment. Et on fait régulièrement des gâteaux à partir de cette céréale. Mais il existe aussi un deuxième produit qu'on appelle le blé noir. Le blé noir ou encore appelé sarrasin. Alors qu'est-ce que c'est que le sarrasin? Le sarrasin ou le blé noir? Mais en fait, ce n'est pas un blé. Le blé noir, le sarrasin, c'est une graine. C'est une graine qui est une graminée qui est issue des polygonacées. Et c'est une graine qu'on récupère d'une petite plante qui pousse, qui fait des fleurs. Et cette graine, on va s'en servir pour faire de la farine. Alors, tout le monde connaît le blé noir ou tout le monde connaît le sarrasin, mais tout le monde ne sait pas d'où vient cette graine. D'accord. À l'origine, c'est une graine qui a été trouvée dans le Sichuan, en Chine, et qui au XIVe, XVe siècle a été importée en Europe au moment des croisades. Ah, donc ça vient de très très loin. Ça vient de très très loin. Et la particularité de cette graine, au-delà du fait qu'elle vient très très loin, c'est que c'est une graine qui n'a pas de gluten, contrairement à la farine de blé.
Et c'est pour certains. Ça peut effectivement répondre aux attentes de certains. Alors, avant de parler plus en détail du goûter Bigoudin, j'avais envie juste de parler de vous parce que c'est assez anecdotique, mais c'est assez intéressant à raconter. Enfin, l'anecdote justement, c'est que vous avez repris l'entreprise en août dernier, sans changer d'ailleurs, on en reparlera les équipes, et en maintenant une volonté de travail artisanal et manuel. Mais c'était pas du tout votre mon métier d'origine. Voilà, votre métier de d'origine. prédilection. Voilà, vous êtes tombé dedans finalement assez récemment, ça fait moins d'1 an maintenant. Voilà, effectivement, c'est une reprise d'une petite entreprise artisanale. Moi, je ne suis pas biscuitier à la base. Mon métier, c'est le métier de directeur des ressources humaines. C'est un métier que j'ai exercé depuis plus de 35 ans dans des entreprises françaises, anglo-saxonnes, PME et grands groupes. Et puis, il y a quelques années, au bout de 20 ans dans une entreprise dont je ne tairai peut-être le nom pour l'instant, j'ai décidé de quitter cette entreprise et d'aller faire autre chose. Donc j'ai créé une société de conseil et en parallèle, j'ai rencontré un ami à l'occasion d'un parcours à l'EDEC et cet ami m'a invité à venir revoir une biscuiterie qui était à vendre en Bretagne, dans le Finistère, à côté de Pont-l'Abbé. Il n'y a pas de hasard. Moi je suis né à Pont-l'Abbé, j'ai quitté la région il y a un certain nombre d'années. C'était destiné. C'était destiné. Je suis allé goûter ces biscuits, rencontrer les équipes et puis c'est magique, mais il s'est passé quelque chose. Mais c'est le travail artisanal ou c'est vraiment le fait de faire des biscuits qui vous a séduit là-dedans? C'est la qualité de nos produits. C'est la qualité de ces produits et c'est ce travail artisanal et manuel. L'objectif que l'on a au travers de cette petite entreprise, le Goûter Bigoudin, c'est de développer notre stratégie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la tradition. Nous ne changeons rien. Nous gardons les recettes, nous gardons les produits, nous gardons les équipes. Par contre, cette tradition, on veut la perpétrer et la faire se développer et la faire connaître dans plusieurs régions au-delà de la Bretagne et au-delà du Finistère. Premier pilier, la tradition. Deuxième pilier, l'innovation. Quand je vois la qualité du travail qui est fourni par nos équipes, quand je vois la qualité du produit qu'ils fournissent, on peut créer de nouveaux produits. Et on a décidé de créer de nouveaux produits tous les 2 mois. On s'est donné un challenge. Tous les 2 mois, nous créons de nouveaux produits. Tous les 2 mois donc. Tous les 2 mois. Extrêmement court comme délai à chaque fois. Mais ça se fait, ça se fait. D'accord. Alors vous avez cité la gamme de nos produits à la fois non exhaustive. Non exhaustive, base farine de froment et base farine de sarrasin. Je vais vous raconter une petite anecdote. Au mois de novembre dernier, nous avons participé au salon à Brest, vin et gastronomie. Et j'ai dit à mes équipes, on va en profiter, on va lancer un nouveau produit. Faites-moi essayer de me faire un gâteau 100% farine de sarrasin. Et c'est comme ça que mes équipes sont arrivées et ont créé le Sarabraise. Le Sarabraise, ce nom de gâteau et nom de baptême a été trouvé par un de nos clients qui l'a goûté au salon. On a récupéré des dizaines de propositions de noms et on l'a baptisé le Sarabraise. Troisième point, excusez-moi, tradition, innovation, 100% fait à la main. Ça, c'est notre 3e pilier. Nous sommes une entreprise artisanale. Nous avons des équipes qui connaissent leur métier de biscuitier. Moi, mon objectif, c'est de créer de l'emploi, de recruter des jeunes, notamment par l'alternance en particulier, et de faire en sorte que localement, nous puissions nous intégrer, à la fois en ayant ce rôle socio-économique et de permettre à des jeunes de trouver de l'emploi. Voilà. Je préfère recruter qu'acheter des machines pour appuyer sur des boutons. Une très belle idée. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous présenter les différents produits, très rapidement les différents produits que vous nous avez rapportés là? Alors, avec plaisir, je vous présente la galette traditionnelle, galette de bretonne au beurre de froment. Très connue. Un classique, un must excellent. Autre exemple bien connu, le palais breton au beurre de baratte, un beurre particulier, particulièrement goûteux, excellent. Et puis le gâteau breton en 300 grammes, également en beurre de baratte, nature à la framboise, au pruneau, comme vous le souhaitez. Et enfin, quelques exemples de notre gamme base de blé noir. Une galette de blé noir sucrée. Suggestion, prenez une tranche de foie gras et essayez une tranche de foie gras sur notre galette de blé noir. Une tuerie. Et c'est succulent. On garde ce conseil du coup. Donc, on garde ce conseil. Merci beaucoup d'avoir apporté tous ces différents produits. Je précise juste qu'on peut évidemment vous retrouver dans le hall des régions, le hall 3. En Bretagne, évidemment. Voilà. On écoute le Bignou et on le trouvera. Et vive la Bretagne. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement donc, sur le plateau, sur le studio du Siècle Vert. Merci à vous, Antoine Lermite. Merci à vous. Et on vous retrouve tout au long de l'émission. Il y a encore d'autres produits et d'autres choses qui vont arriver. Et ça, je compte sur vous. On se retrouve dans quelques instants, justement, avec François Asselineau. Juste avant ça, on continue de visiter le salon de l'agriculture avec Alban Gamet de Saint-Germain. Alban, est-ce que vous nous entendez? Alban, qui est notre... Dimitri. Voilà, le visiteur express du salon de l'agriculture.
Alban, où est-ce que vous vous situez? Faites-nous rêver. Dimitri, écoutez, je ne fais que voyager depuis ce matin. Là, on redécolle, on continue ce voyage et on redécolle à 15 000 km donc de la Nouvelle-Calédonie. On part dans l'océan Atlantique pour une petite île découverte en 1502 par Christophe Colomb. Et je vous emmène donc dans les Caraïbes pour goûter aux douceurs des friandises traditionnelles de la Martinique que vous pouvez voir donc derrière, où quelqu'un est en train de présenter les produits issus de la terre et des arbres de la Martinique. Mais moi, je vous emmène au Doux Caprice avec Pierre Michel qui présente tout ce qui est fruits confits, bonbons et une spécialité. Alors, on va essayer de se frayer un petit chemin pour retrouver Pierre Michel donc qui m'expliquait que l'entreprise est créée depuis 1993 et que c'est une entreprise familiale que vous pouvez retrouver à Fort-de-France si vous allez en Martinique. Pierre Michel, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos produits et notamment, je ne l'ai pas dit encore, mais vous avez une spécialité. J'ai parlé des fruits confits, des bonbons et la spécialité de Doux Caprice, c'est quoi? Tablette coco, donc c'est des confiseries à base de noix de coco et de sucre de canne, parce que toutes nos confiseries, notre particularité, c'est qu'elles sont toutes faites avec du sucre de canne, de la Martinique, du Galion. Et voilà, vous avez des tablettes coco de différents modèles, avec du sucre de canne roux, du sucre de canne blanc, raffiné, coupé en lamelles, coupé plus fin. Voilà, on a tout ça chez nous. Et alors, à quelle heure on goûte tout ça? C'est quoi? C'est plus ça peut être le matin, le goûter? Ça dépend des gens. Dès le matin, ils peuvent en manger pour avoir un petit goût de sucre, parce que c'est assez sucré. Mais sinon, en dessert, en goûter, ça marche tout le temps. Juste pour faire une petite présentation, Doux Caprice, donc c'est notre entreprise familiale. Je ne sais pas si vous l'avez dit, créée en 93 par nos parents. Et aujourd'hui, on est une dizaine dans l'entreprise, une bonne équipe qui nous permet de proposer des produits un peu partout. Voilà, c'est ça. Et je disais, on pouvait vous retrouver à Fort-de-France. Et alors, moi, j'ai une question là. Vous commencez à me connaître. Ma question préférée, c'est est-ce qu'on peut goûter? Ah, voilà. Les fameuses tablettes coco. Alors là, vous avez une tablette coco à tête rose. La tête rose est faite avec du sirop d'hibiscus. Ici, en vert, c'est avec du sirop de menthe. Donc, je vais vous faire goûter celle-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors voilà, je goûte. Et alors je triche un peu parce que j'ai déjà goûté avant, parce que c'est tellement bon. Je suis... Moi, la noix de coco, c'est une saveur que j'apprécie énormément, que ce soit pour les desserts ou les plats cuisinés. Et c'est super bon. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en bouche, tout s'éclate. On ressent bien la noix de coco. Et donc, vous avez dit, c'est à base de quoi? Noix de coco et sirop d'hibiscus. Alors, l'hibiscus, c'est un gros API qu'on appelle chez nous. C'est une variété d'hibiscus. On en fait du jus, on en fait des sirops, mais c'est très typiquement martiniquais, enfin antillais. Et donc, on l'utilise pour faire ces tablettes coco-là. Eh bien, merci Pierre-Michel. On vous souhaite une très bonne fin de salon. On va continuer notre petit tour. Voilà. Pendant que Mélodie peut vous montrer le reste des spécialités de Doux Caprice. Voilà, si Mélodie, allez, on va continuer puisqu'on va aller chez Caimaris, forcément. On aime bien manger, mais on aime bien aussi les petits planteurs, les petits punchs pour se rafraîchir. En Martinique, il fait chaud. Pendant qu'aussi, on voit derrière, là, il y a une petite scène puisqu'il y a un groupe BOM Sivo qui jouera à 14h. Donc voilà, si vous voulez, si vous ne savez pas quoi faire à 14h, vous pouvez venir ici. Voilà, donc on est chez Caimaris. Maryse qui est occupée. Non, Maryse qui est disponible. Est-ce qu'on peut venir, Maryse? Voilà, Maryse, Alban, pour rapidement, nous parler. le temps file, vous le connaissez. Excusez-moi. On va juste... Maryse, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette entreprise? Comme je vous ai déjà dit, que j'en fais, mais c'est pour le salon chaque année. Et sur place, on fait autre chose. Et je ramène aussi du rhum de certaines distilleries que je représente. Voilà, alors Caimaris, donc, qui fait des punchs et des rhums. Vous pouvez trouver sur son stand 8 saveurs différentes de punch et de rhum. Alors, de punch et de planteurs. Le rhum, en fait, comme elle expliqué, c'est des rhums qu'elle récupère de distilleries de la Martinique qu'elle vient exposer. Mais donc, Caimaris, c'est du planteur et du punch. Et la différence entre les deux, c'est que le planteur, c'est des fruits mixés et que le punch, c'est des fruits qui macèrent dans le rhum. Alors, on va essayer de goûter. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Alban, s'il vous plaît. Très rapidement. Oui, très rapidement, on va essayer de goûter. Alors, c'est un peu compliqué. Vous savez quoi? On va goûter hors antenne. Voilà. Et comme d'habitude, on viendra vous dire comment c'est. Je pense que c'est très très bon. Mais voilà, vous pouvez donc trouver
Doux Caprice pour les petits et les grands, pour les petites douceurs sucrées. Et pour les plus grands, bien sûr, avec modération, vous avez chez Caimaris du punch et des planteurs et aussi des rhums. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain et accompagné de Mélodie Sforza qui se promène donc dans le pavillon 5.1 dans les îles. Comme ça, vous pourrez le rejoindre. Il est actuellement très bien entouré. Hein. On n'oublie pas, la consommation d'alcool, c'est toujours avec modération. Merci Alban. On retrouve maintenant François Asselineau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau du Siècle Vert. Merci. Et la petite tradition chez Fréquence ESJ, pour vous présenter, on a Camille Garcette qui est avec nous et dresse votre portrait. Bonjour Dimitri, oui, bonjour François Asselineau. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que vous êtes venu à Fréquence ESJ, mais on avait fait quelque chose de similaire. Ça vous parle ? Oui, je me rappelle, ça avait été assez au vitriol d'ailleurs. Voilà, donc il y a peut-être une deuxième chance pour Camille Garcette. Je vous propose, justement, on va pouvoir y aller. Je préfère vous prévenir d'avance. Nous avons reçu beaucoup de commentaires suite à cette émission de la part de gens qui vous soutiennent, j'imagine. Ah bon ? Et donc des commentaires assez virulents aussi, voilà, exactement. Donc on va peut-être en répondre. C'était votre heure de gloire, mouvement des gilets jaunes, c'est pour vous un espoir. Votre nom est le plus cité par les manifestants, c'est peut-être vous qui représenterez le mouvement. Étienne Chouard, gilet jaune vous donne sa voix, ça vous crédibilise, il agit comme un porte-voix. Et vous, toujours dans le complot, avec le vavasseur infiltré comme les commandos. Ah oui. Et un petit mot au fait, on ne connaissait pas votre secte sur internet. Des centaines de gens qui sont vraiment pas nets. Dans leur tête, ils sont encore à l'époque des cassettes. Comme j'aime bien tous vous voir enragés. Je sais, je vais vous répondre, ça va vous exciter. Les gars, jeunes bobos, c'est mal me connaître. Venant de la part de vieux cons qui vont bientôt disparaître. Alors, ça fait quoi de se faire juger? Après un an d'attente, la roue a enfin tourné. Journaliste de merde et d'autres mots qui m'ont déplu. Les gars, sans vous, notre candidat n'aurait pas de visu. Des étudiants nuls, des commentaires sans argument. Quand vous en mettez, ils sont faux tout simplement. Osez dire que le Frexit, vous êtes le seul à le faire. Florian Philippot aussi, et il était bien au FN. Mais on vous connaît, on vous verra jamais. Quand vous avez pas peur, c'est derrière votre ordinateur. 1-0 pour Camille, on va pas tous les faire. De toute façon, pour vous faire taire, faut juste enlever les commentaires. Pour en revenir à vous, monsieur Asselineau. Les européennes, oui, c'est pour bientôt. Pourquoi vous ne créerez pas peut-être la surprise? Bonne chance, et les rageux, je vous fais la bise. Hey. Bravo Camille Garcette. Merci. Voilà, le petit massage est passé. Oui, exactement, monsieur Asselineau. J'avais vraiment un message à leur adresser. Parce que on en avait beaucoup parlé à l'époque et ça nous avait bien fait rire. Donc voilà. Merci. Merci Camille Garcette donc de ce portrait en rap à votre manière donc de notre invité François Asselineau. Et on retrouve Hugo Franceschi, cette fois-ci de l'autre côté du plateau. Il n'est plus à côté de moi et on va parler notamment de la réforme de la santé avec l'accès aux médicaments qui pourrait bien être modifié. Et si plusieurs pistes sont envisagées par le gouvernement, justement, un amendement pourrait faire polémique. Il permettrait aux pharmaciens de prescrire certains médicaments sans consulter un médecin. Et justement, on voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Tout à fait. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Selon vous, François Asselineau, autoriser les pharmaciens à vendre des médicaments qui normalement sont prescrits sur ordonnance, est-ce que c'est une bonne chose, selon vous? Non, je pense que ça n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Je pense que ça... je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce projet. Donc là, vous me prenez de court, donc il faut voir dans le détail. Mais je pense qu'il peut y avoir peut-être certains médicaments de confort qui pourraient être prescrits de cette façon. Mais je pense qu'on s'attaque quand même à un principe de base qui est le principe du monopole de prescription des médecins. Je pense que ça participe de la démolition généralisée de toutes les règles et réglementations, sans doute d'ailleurs parce qu'il doit falloir s'harmoniser avec d'autres pays européens où il n'y a pas les mêmes règles. Je pense que après, ce serait quand même peut-être un moyen de faciliter l'accès aux médicaments, puisque là, en l'occurrence, ce seraient des médicaments, par exemple, pour la conjonctivite, qui normalement nécessite une ordonnance du médecin. Là, un pharmacien pourrait lui-même vous donner le traitement. Ça peut être le cas aussi pour les infections urinaires. Enfin, ce serait un moyen d'améliorer la santé en France, alors qu'aujourd'hui, la santé est un secteur qui va mal aujourd'hui. Oui, mais ça revient à dire que les médecins ne servent à rien.
Ça revient à dire qu'un pharmacien, qui est quelqu'un qui n'a pas fait des études de médecine, serait habilité à prescrire des médicaments comme les médecins. Ça peut aller très loin. Hein. Donc où est-ce qu'on va fixer la liste? Écoutez, encore une fois, moi, là, on est au salon de l'agriculture, on n'est pas au salon de la pharmacie, de la médecine. Après, bon, moi, je ne sais pas. Les... Vous me sortez ça, je ne sais pas, je ne connais pas ce projet. Après, si je vous en parle, je suis spontanément assez méfiant. Parce que ça participe aussi peut-être de la volonté de dérembourser les médicaments qui est de plus en plus à l'ordre du jour et d'essayer de démanteler en fait la médecine. Hein. Il y a une médecine en France qui a l'avantage, et je pense une des meilleures médecines du monde, avec, ne l'oublions pas, le filet de sécurité, la sécurité sociale, qui fait que globalement tous les Français ont accès à une médecine de pointe. Ce qui est loin d'être le cas dans le reste du monde, et notamment pas dans le monde anglo-saxon, et notamment pas aux États-Unis. Donc moi, tout ce qui touche à la remise en cause de ce système, je pense, doit être regardé avec beaucoup de prudence. Pour vous, il y aurait un conflit d'intérêt là-dedans, qu'un pharmacien prescrive et vende un médicament? Pour vous, il y a un conflit d'intérêt? Oui, c'est possible. Encore une fois, ce qui me gêne, c'est de parler de quelque chose dont j'ignore totalement le projet. Je dis simplement, spontanément, méfiance, parce que on a un système qui a fait ses preuves, et les médecins ne sont pas là, justement, pour rien. Il faut se méfier de l'automédication. Un pharmacien peut aussi faire des bêtises. Hein. Voilà, c'est pas un médecin, justement. Mais après, des médecins, justement, il en manque beaucoup, notamment en campagne. Les agriculteurs sont très touchés par les déserts médicaux. Ça, ce serait un moyen quand même de pouvoir endiguer un petit peu ce phénomène. Ce serait une solution, non? Non, je pense que dans ce cas-là, il faudrait avoir une politique d'aménagement du territoire. Mais vous savez, quand on a une politique qui consiste à fermer les services publics en zone rurale, à créer, par ailleurs, à donner l'autorisation à des grandes surfaces de créer des gigantesques centres commerciaux, non seulement autour des très grandes métropoles, mais après autour des préfectures, après autour des sous-préfectures et maintenant auprès des villes moyennes, on est en train de vider les campagnes françaises, notamment les villages, de tous leurs commerces, de leurs mairies, de leurs écoles, de leurs postes, etc. Donc dans la mesure où, en plus de ça, on assiste à la diminution du nombre d'agriculteurs, il est normal que les médecins n'aillent pas s'installer dans ce que vous appelez les déserts médicaux, mais qui sont des déserts tout court. Donc la vraie question... Mais il y a quand même un projet de réforme pour donner une prime à ces médecins qui iraient s'installer dans les déserts. Bien sûr, mais avant Emmanuel Macron, personne n'avait pensé à ça. Attendez, vous êtes là pour me faire la promotion de M. Macron? Non, je suis là tout simplement pour confronter vos arguments avec lui. Et ce n'était pas dans vos propositions de campagne, par exemple. Non, mais soyons sérieux. Quand on veut régler un problème, on s'intéresse à la cause, on ne s'intéresse pas aux effets. Donc s'il y a effectivement un vrai problème de désertification des campagnes, c'est exact, mais qui découle de tous les phénomènes que je viens de dire et qui découle justement d'un certain nombre. Vous allez dire que je suis monomaniaque, mais je le persiste ici, de toutes les grandes décisions qui nous viennent de l'Europe. Lorsqu'on a par exemple des décisions européennes qui nous imposent la fusion des communes, c'est écrit dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui nous disent qu'il y a trop de niveaux d'administration, qui nous imposent des restrictions budgétaires ad vitam aeternam. Et il faut fermer les services publics, qui nous imposent la démolition des services publics. Regardez les lignes de chemin de fer, ce qu'elles sont en train de devenir, la privatisation rampante de la SNCF, la fermeture des lignes de chemin de fer de nuit. Mais donc au sujet des médicaments, François Asselineau, au sujet des médicaments, l'Union européenne a quand même proposé à la France, et d'ailleurs l'autorité pour la concurrence en France a accepté cette proposition, ou du moins a plaidé en faveur, c'était de diminuer le prix des médicaments, notamment en élargissant leur vente à la grande surface, par exemple des supermarchés comme Leclerc, pourraient vendre certains médicaments qui se vendent sans ordonnance. Ça, en l'occurrence, l'Europe, elle permettrait de diminuer le prix des médicaments, François Asselineau? Alors d'abord, je n'en suis pas du tout certain. D'autre part, il s'agit encore une fois d'un démantèlement des monopoles. Ce serait une diminution de 15% du prix des médicaments, d'après l'UFC Que Choisir et d'après les patrons de Leclerc. D'accord, les patrons de Leclerc, les grandes surfaces. Et l'UFC Que Choisir. Je pense qu'on voit surtout le poids du lobby des grandes surfaces et des grandes entreprises de grande distribution, qui sont d'ailleurs des groupes financiers. Hein. Toutes les grandes sociétés, les hypermarchés, etc., sont adossés à des grands groupes financiers. Je pense que c'est le fruit de leur lobbying à Bruxelles. Et encore une fois, on se rapproche du modèle anglo-saxon. Hein. Le modèle anglo-saxon, effectivement, quand vous allez dans une grande surface aux États-Unis, vous pouvez acheter des médicaments comme ça. Mais est-ce que les Américains sont mieux soignés en définitive que les Français? Permettez-moi d'en douter. Voilà. Donc pour vous, l'Europe, en fait, est rongée par le lobbyisme et ne... C'est pas pour moi, c'est un fait. Il y a très peu de gens qui vont à Bruxelles, ça n'intéresse personne.
D'ailleurs, les gilets jaunes ne vont pas à Bruxelles, parce que les gens ne connaissent pas bien. En revanche, les lobbies, eux, ils savent ce que c'est. Vous savez qu'il y a un observatoire du lobby, le Corporate Europe, que vous connaissez peut-être, sur Internet, qui a listé, je crois, aux dernières nouvelles, il y avait plus de 10 000 lobbies qui s'exerçaient dans les couloirs de la commission au Berlaymont. Merci beaucoup François Asselineau. Merci Hugo Franceschi donc, pour avoir abordé le thème de la santé donc, en France avec un grand débat qui est quand même assez important pour le quotidien des Français. Merci Hugo. Hugo. Que vous alliez en parler aux médecins, vous seriez reçu, je pense, très bien. Je pense aussi. Merci Hugo. Forcément, nous sommes samedi, c'est l'acte 16 des Gilets jaunes, aujourd'hui justement. Donc la mobilisation est nettement en baisse lors de ces dernières semaines. Et on en parle avec vous, Lucas Pierre. Oui, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour François Asselineau. La mobilisation comme le 17 novembre aujourd'hui, est-ce que c'est possible, le 17 novembre qui était le pic de mobilisation pour ces Gilets jaunes? Écoutez, j'en sais rien. D'abord, je doute que la mobilisation soit en baisse. Ça, ce sont les chiffres de M. Castaner qui ne sont pas corroborés par les chiffres fournis par les manifestants. Il semble que la dernière fois, samedi dernier, c'était en augmentation par rapport à il y a 15 jours. Moi, je sais, là-dedans, je n'en sais rien. Alors, les chiffres des manifestants sont effectivement bien plus élevés que ceux que le ministère. En revanche, ils témoignent d'une baisse aussi, une tendance qui baisse depuis plusieurs semaines. Oui, mais vous savez, dans la mesure où vous avez M. Macron qui occupe à peu près 80% du temps de parole, ce que je dis 98% du temps de parole politique en France tous les jours sur toutes les radios et télévisions, il est assez normal que... Vous trouvez qu'on n'entend pas assez les Gilets jaunes? Oui. On n'entend pas non plus beaucoup d'ailleurs au passage. Je trouve qu'effectivement on n'entend pas les Gilets jaunes ou quand on en parle de façon tout à fait dépréciative. Il y a eu tout à fait une campagne, il y a eu des campagnes de dénigrement absolu. Il suffit d'ailleurs, par exemple, prenez un exemple très concret. Vous allez voir, par exemple, comment on parlait des Gilets jaunes à l'émission Les Grandes Gueules sur RMC aux alentours de la mi-novembre et comment on en parle maintenant. Vous verrez le changement de ton. C'est-à-dire que tous les médias qui, au début, regardaient ce mouvement de façon plutôt bienveillante, maintenant passent leur temps à taper dessus. Voilà. Pourtant, vous dites donc que les Gilets jaunes, on ne les entend pas assez et que Macron prend trop de place dans l'espace médiatique. Pourtant, on se rappelle qu'Emmanuel Macron, justement, a beaucoup tardé avant de réagir et que, justement, les semaines qui ont précédé l'intervention d'Emmanuel Macron, c'était déjà en forte baisse. Hein. C'était 15 fois, ça avait été divisé par 2 facilement, déjà, donc la mobilisation. Donc, finalement, ça n'a pas de sens. Le fait qu'Emmanuel Macron prenne de la place médiatiquement. Ça, c'est une bataille de chiffres dans laquelle je ne vais pas me lancer, parce que vous me dites des chiffres qui sont totalement démentis par ce que disent les manifestants. Moi, les chiffres de Castaner, je n'y crois pas. Voilà. Donc je ne crois absolument pas aux chiffres de Castaner. Mais est-ce qu'il y a un essoufflement quand même? C'est possible qu'il y ait un petit essoufflement, mais comment est-ce qu'il n'y en aurait pas compte tenu de la façon dont c'est présenté dans les grands médias, compte tenu de la façon on veut mettre dans la tête des Français que les Gilets jaunes seraient des racistes, des xénophobes, des antisémites, des violents, et ci et ça. Il n'y a que ça qui maintenant est diffusé, sans compter des sondages de complaisance qui montrent que M. Macron maintenant remporterait une adhésion formidable dans la population. Tout ça, vous pouvez le croire, moi je n'y crois pas. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je vous signale au passage que nous avons affaire à une évolution. Enfin, moi, je pense, je peux me tromper, mais je pense que ce mouvement des Gilets jaunes est fait pour durer, puisque M. Macron n'a aucune réponse de fond à apporter. Il est coincé entre le marteau et l'enclume, le marteau étant les exigences de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne d'un côté, et l'enclume, c'est justement la revendication des Français qui voient leur niveau de vie dégringoler sans cesse, et pas seulement leur niveau de vie. Il y a un grand problème de fond en France, c'est le problème de la démocratie. Or ça, M. Macron n'est pas là pour le résoudre. Il y a quand même 58% des Français qui souhaitent l'arrêt du mouvement. Aujourd'hui, c'était selon un sondage Elab. Ça témoigne quand même de quelque chose, ça, non? Mais je n'en sais rien. Vous me sortez des sondages, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous ne croyez pas aux sondages du tout? Vous les croyez pas révélateurs? Je ne dis pas que je ne crois pas du tout aux sondages, mais il y a des sondages qui sont divers et variés. Il y a des sondages qui vous disent ça, puis il y a un autre institut qui donne des éléments différents. Ce que je sais, c'est que ça, c'est l'écume des choses. La réalité des choses, c'est que les Français, la population française est profondément mécontente. Et que les problèmes qui sont posés, c'est-à-dire l'absence de démocratie... Dans ce cas, comment on explique la lassitude de la population qui est une réalité aujourd'hui? Écoutez, les gens, malheureusement, au lieu de s'informer par eux-mêmes, il y a énormément de Français qui regardent encore TF1 et BFM. Et quand vous avez en boucle M. Macron, que l'on voit matin, midi et soir et la nuit... Je rappelle, moi, par exemple, nous avons lancé depuis hier... Mais encore une fois, Emmanuel Macron n'était pas présent médiatiquement du tout, mais alors que le mouvement était déjà en train de baisser. Non, ça c'est vous qui
le dites, je ne le crois pas. Je ne pense pas que ça soit vrai. Macron ne voit que lui depuis maintenant à peu près 15 jours, 3 semaines. Voilà, avec des choses d'une complaisance inouïe. Quand on voit M. Macron, par exemple, faire la maraude pour aller voir des SDF, quand on sait que c'est lui qui a décidé de couper les fonds, justement, aux associations qui viennent au secours du SDF, on a affaire, excusez-moi de le dire, mais je vais le dire en bon français, à du foutage de gueule. Voilà. Alors, c'est pas le sujet. En revanche, est-ce que cet essoufflement pourrait venir d'une montée en puissance, par exemple, du grand débat national proposé justement par le gouvernement? Il n'y a pas de grand débat. C'est pas un grand débat. C'est un médiocre show. Voilà, un show S-H-O-W. C'est un monologue. Voilà, c'est ça. Et pour vous, ça témoigne pas, enfin comment dire, c'est cette montée en puissance du grand débat national, parce que quand même, il faut le dire, ça prend de plus en plus de place aussi médiatiquement. Est-ce que ça pourrait expliquer? Il n'est question que de ça. Et vous savez, depuis que j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017, ça va faire 2 ans. Vous savez, sur les chaînes de radio et sur les chaînes de télévision publique, combien j'ai eu droit depuis 2 ans en temps de parole? J'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. C'est-à-dire que toutes les lois en ce moment en France sur la pluralité d'opinion et l'expression démocratique sont piétinées, bafouées par cet individu qui occupe l'Élysée à l'issue d'une élection qui a été entièrement faussée. Voilà la réalité. Donc je suis désolé. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Tous les partis d'opposition se scandalisent du fait que M. Macron, depuis maintenant 2, 3 semaines ou 1 mois, fait campagne électorale sur fonds publics, avec les fonds de l'État et au détriment de toutes les règles de répartition du temps de parole. Vis-à-vis des élections européennes qui approchent, vous avez déclaré que la porte, en tout cas, était ouverte aux Gilets jaunes pour les européennes. Donc sur votre liste, est-ce que ça risque pas de tuer justement la liste des Gilets jaunes, de leur ouvrir la porte? Mais moi, écoutez, je n'ai rien demandé. Nous avons trouvé sympathique le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il pose des vraies questions. Nous leur avons d'ailleurs ouvert notre studio de notre télévision UPR TV, qui en ce moment fait un carton. On a dépassé les 106 000 abonnés. Donc, mais on l'a toujours dit, eux c'est eux, nous c'est nous. Eux, ils ont des revendications. D'ailleurs, les Gilets jaunes, c'est pas une amicale d'amateurs de sillard. Vous avez dans les Gilets jaunes des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, vous avez des petits patrons, des artisans, vous avez des ouvriers, des salariés, c'est la population française dans son ensemble, avec d'ailleurs des revendications qui sont diverses et variées. Justement, Benjamin Cauchy disait sur ce plateau en début de semaine que le programme de Nicolas Dupont-Aignan était celui qui correspondait le plus aux revendications des Gilets jaunes. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout, vous rigolez? Mais monsieur Dupont-Aignan, vous dites? Oui. Monsieur Dupont-Aignan propose-t-il de sortir de l'Union européenne? La réponse est non. Propose-t-il de sortir de l'euro? La réponse est non. Donc, monsieur Dupont-Aignan, s'il était élu président de la République, comme Mme Le Pen, M. Mélenchon ou tous les autres, serait obligé d'appliquer le rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne et serait obligé d'appliquer les directives venues de la Banque centrale européenne. Donc, ça veut dire que nous avons affaire, encore une fois, à de l'enfumage. Pourquoi Dupont-Aignan et pourquoi pas aussi Benoît Hamon? Pourquoi pas? C'est très facile, vous savez, de mettre un gilet jaune et de dire « je vous comprends, c'est pas normal, il faut mieux écouter la population française ». Ça, tout le monde peut le faire. On a bien compris. Mais connaître les causes des causes, ça, c'est une autre paire de manches. Merci François Asselineau. Merci à vous, Lucas Pierre, pour cet échange musclé. Voilà, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas venu seul, on l'entend autour du plateau, vous êtes venu aussi avec vos militants. Merci Lucas Pierre. Et on retrouve maintenant Yanis Darras pour nous parler de la PAC, alors qu'une nouvelle version justement de cette PAC sur la période 2021-2027 est actuellement à l'étude. L'Union européenne pourrait se fixer 9 objectifs afin d'améliorer justement les conditions des agriculteurs européens. Oui, bonjour Dimitri, bonjour François Asselineau. Vous l'avez entendu, Dimitri vient de le dire, 9 objectifs pourraient être fixés pour cette période. On parle notamment de redynamiser par exemple nos zones rurales ou encore enfin de pouvoir que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Est-ce que vous pensez enfin que l'Union européenne a compris les besoins de nos agriculteurs? Alors, d'abord, cette réforme de la PAC, elle est extrêmement contestée par tout le monde. Tous les syndicats agricoles. Notamment parce que le budget est amené à baisser un petit peu. Non, pas un petit peu. Il est question de lui retirer 43 milliards d'euros. C'est quand même pas une bagatelle. C'est-à-dire une baisse de 15% du budget de la PAC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la renationalisation de la politique agricole commune. C'est-à-dire qu'on redonne finalement aux nations un certain nombre de marges de manœuvre pour faciliter, pour avoir leur propre politique vis-à-vis de leurs agriculteurs. Est-ce que c'est un bon point, justement, cette renationalisation des fonds agricoles? Enfin. Oui et non. Oui, en ce sens que nous, on se met pour la sortie de l'Union européenne. Donc je ne vais pas dire que l'idée d'avoir une politique nationale en matière agricole serait une mauvaise chose. Sauf que là,
on garde une politique, on renationalise la politique, mais on garde un marché commun avec la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Mais justement, donc là, on ne peut pas vraiment accuser l'Union européenne puisqu'elle donne plus de liberté aux États. Donc ce sont les États maintenant qui vont devoir faire des choix politiques. Non, mais ça veut dire que je croyais savoir que l'Union européenne était fondée sur le principe de la concurrence libre et non faussée. Maintenant, voilà qu'on nous dit que finalement, on peut revenir à l'idée antérieure. C'est pas du tout le souhait. Vous savez, c'est un commissaire néerlandais qui est derrière tout ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait que les dirigeants européistes veulent depuis des années revenir sur la PAC. La politique agricole commune avait été créée du temps de De Gaulle au début des années 60. En 1962, voilà, exact. c'était du temps de De Gaulle. C'était en réalité, puisque De Gaulle faisait contre mauvaise force d'une bon cœur, il était obligé d'accepter le marché commun. Il avait eu l'idée de faire payer aux Allemands la rénovation de l'agriculture française. Mais c'était il y a très longtemps, c'était il y a quasiment 60 ans. Maintenant, l'objectif depuis des années des européistes, c'est de diminuer les crédits donnés aux agriculteurs et à la PAC pour le donner à d'autres. Par exemple, à des choses du style la recherche, les hautes technologies, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais après aussi, on a besoin justement d'investir dans les innovations, dans la technologie, et ça peut servir justement à nos agriculteurs. Donc on ne peut pas non plus reprocher à l'Union européenne d'investir sur des nouveaux sujets. Non mais écoutez, de toute façon, l'Union européenne est inefficace dans tous les domaines. Si l'Union européenne fonctionnait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je voyais des jeunes agriculteurs. Ce qui est extraordinaire avec les européistes, c'est qu'ils sont totalement insubmersibles aux résultats obtenus. C'est-à-dire que la zone euro est la zone de plus faible croissance mondiale. Le projet, allez regarder la stratégie Europe 2020, qui était, paraît-il, on allait devenir la zone de plus haute technologie du monde. C'est un désastre absolu. Et à chaque fois, on nous dit, ça, on rase gratis, on va améliorer ça. Quand est-ce qu'on fera un vrai bilan de toutes ces opérations? Ce que je vois, moi, c'est qu'on est en train de renationaliser la politique agricole commune et aussi de la régionaliser. C'est un Mais peu c'est pas très justement important. un bon point, enfin, qu'on se soucie plus des agriculteurs à un niveau régional et national plutôt qu'au niveau européen? Non, parce que on maintient par ailleurs la totale liberté de circulation à l'intérieur du marché commun des produits agricoles. Donc ça va être une course, si vous voulez, au moins 10 ans d'un côté. Et puis si en France, par exemple, on veut améliorer le statut des agriculteurs, on va se heurter au fait qu'on fera venir des produits agricoles venus de Roumanie ou de Pologne. Avec d'ailleurs les brillants résultats que l'on a vus. Vous avez vu en matière de traçabilité sur la viande polonaise. Donc si vous voulez... mais l'avantage d'avoir un marché commun agricole en Europe, c'est avant tout, notamment pour le règlement. Ça peut être un point fort, ça aussi, le règlement. Justement, vous me parlez de viande moins chère et de traçabilité, mais tout le monde est censé respecter les mêmes normes. Oui, tout le monde est censé, mais ça n'est pas le cas, justement. Et si vous voulez, à chaque fois qu'on me parle des questions européennes, on me dit, regardez ce que l'on fait, on en France ci, on France ça. Tout ce qu'il y a de bien en France vient de la France. Et tout ce qu'il y a de mal vient de l'Union européenne. Ou je n'exagère à peu près pas. Revenons à une politique nationale agricole, d'accord, mais sortons d'un marché commun agricole. À ce moment-là, oui, d'accord, faisons comme les Suisses. Je vous signale que les Suisses se portent très bien également du point de vue agricole. Merci pour eux. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que pour vous, la PAC s'est dépassée? Écoutez, la PAC, c'était, je pense, ce qui avait, enfin je l'ai dit tout à l'heure, c'était ce qui avait rendu populaire le marché commun, notamment auprès des agriculteurs. Maintenant, les agriculteurs sont considérés comme une variable d'ajustement et on est en train d'avoir des pays, notamment, c'est pas pour rien que ça vient des pays comme les Pays-Bas ou des pays scandinaves qui n'ont quasiment pas d'agriculture et qui, eux, ne veulent pas dépenser cet argent. En réalité, les dindons de la farce dans cette histoire, ça va encore être la France. Parce que ça veut dire qu'au total, nous, on verse chaque année 24 milliards d'euros à l'Union européenne, minimum. On en retire 15 milliards, dont une partie de la PAC. Si on diminue la PAC, ça veut dire qu'en fait, on va donner ce qu'on donne à l'Union européenne va être encore plus important que ce que l'on, vous voyez, que le solde net de ce que l'on donne. Et en plus de ça, comme ça risque d'être très 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 difficile pour les agriculteurs français, on va sans doute demander à l'État de verser des primes supplémentaires aux agriculteurs. La question qui se pose également, c'est donc que vous souhaitez sortir de l'Union européenne, mais est-ce que ça peut être un point faible pour nos agriculteurs justement de revenir à on va dire à des frontières physiques et surtout des frontières douanières par rapport au reste de l'Europe, puisque quand même l'Union européenne, il faut le souligner, c'est quand même l'un des plus gros marchés au monde avec 508 millions de consommateurs. Oui, c'est vrai, mais il y a des exportations, ça n'est pas fait pour les chiens. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni avec le Brexit. Vous avez vu que c'était hier, je crois, ou avant-hier, le secrétaire d'État à l'agriculture vient de claquer la porte du gouvernement de Mme May parce qu'il en a assez qu'on tarde à faire le Brexit. Il est soutenu massivement par les agriculteurs britanniques. Ça veut donc dire que les Britanniques, si vous voulez, ne sont pas des imbéciles. Ou alors dites-moi que le peuple britannique est un peuple de crétins. Donc les Britanniques, ils ont bien
bien compris que sortant de l'Union européenne, ils vont pouvoir avoir une politique agricole et une politique des pêches qui leur est propre, et ils vont pouvoir exporter dans le monde entier. Mais là, justement, c'est le point de vue aussi de l'Union européenne qui souhaite justement donner plus de flexibilité aux États membres. Donc le Brexit en matière de politique agricole, et au final, ça revient au même que ce qui se passe en Europe, que ce qui pourrait se passer en Europe. Non. La politique voulue par la Commission européenne, ça n'est pas de favoriser les agriculteurs, ça c'est ce qu'on présente à la population, c'est de diminuer le fardeau budgétaire que coûte l'Europe. Encore une fois, ça va être moins 15%. Moins 15% sur la PAC. Parce que l'Angleterre sort de l'Union européenne aussi, qui participait énormément au budget européen. Absolument. D'ailleurs, on voit bien au passage l'intérêt qu'ont les Anglais. Lorsque la France sortira de l'Union européenne, elle va ramasser des milliards d'euros qu'elle pourra consacrer non seulement aux agriculteurs, mais à la sauvegarde d'un certain nombre de ses industries. Ça, c'est certain. Alors, la PAC ramène quand même 9 milliards d'euros chaque année à la France. On est les premiers bénéficiaires. Aujourd'hui, très rapidement, est-ce que cet argent, on peut, nous, si on sort de l'Union européenne, le redistribuer efficacement aux agriculteurs? Mieux que de transiter par Bruxelles. Et je rappelle que nous avons pris l'engagement de maintenir toutes les aides aux agriculteurs, sauf qu'elles viendront directement avec le drapeau bleu, blanc, rouge de Paris plutôt que de transiter par l'Union européenne. Puisque, je le rappelle, nous donnons beaucoup plus à l'Union qu'on en reçoit. Et l'objectif de cette réforme de la PAC, c'est que ce que l'on reçoit va diminuer, puisque les 9 milliards qu'on a vont perdre environ 15 ou 20%. On n'aura plus que 7 et quelques milliards, certainement, au bout du compte. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement se bat en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, pour qu'en 2027, on ait le même montant de subventions en euros courants. Enfin, tout le monde est vent debout, y compris le Sénat français. Donc, vous voyez dans quelle situation nous sommes. Ouais. Je voudrais dire un mot aussi sur ces questions d'agriculteurs. C'est le problème de l'euro. C'est-à-dire que l'euro entrave la compétitivité planétaire des produits agricoles français. Lorsqu'on sera sorti de l'euro et que le franc aura perdu 10 à 15%, vous verrez que les exportations françaises redémarreront. Nous étions, il y a 15 ou 20 ans, le premier exportateur mondial, je crois, de produits agroalimentaires. Maintenant, on est quasiment à l'équilibre. On a été dépassé par l'Allemagne. Il y a un petit problème quelque part. L'Allemagne qui rattrape donc la France. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir répondu aux questions de Yanis Darras, de Hugo Franceschi et de Lucas Pierre. Merci à vous, Yanis Darras, pour donc ce débat sur la PAC, et un débat qui a forcément fait l'actualité au Salon de l'Agriculture. Merci à vous. Merci donc François Asselineau. Programme du jour, une petite balade du Salon de l'Agriculture? C'est pas une balade, c'est que j'ai des rendez-vous avec un certain nombre de syndicats professionnels. Moi je dis balade, c'est un terme un peu léger, évidemment. Non, des syndicats professionnels, aller voir aussi les stands, écouter beaucoup les gens, leur donner aussi nos analyses, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup, de place dans les grands médias du pays, et expliquer aux Français, et en particulier aux agriculteurs, qu'il y a une vie après l'Union européenne, et c'est d'ailleurs ce que les Britanniques vont nous montrer dans quelques semaines. Une belle journée qui vous attend, donc merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va continuer avec Hugo Franceschi qui est accompagné de Manon Blangis, et vous n'êtes pas tout seul, et vous êtes très très bien accompagné même. Ah oui, on est parfaitement accompagné, Dimitri, là vous le voyez d'ailleurs, je prends mon pied, et même mon pied de porc, puisqu'aujourd'hui on va parler de jambon avec Denis, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous. Bon, je m'appelle Denis Arbéré et je suis éleveur de porc noir de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer déjà quelle est la particularité du porc noir de Bigorre? Alors, la particularité du porc noir de Bigorre, c'est ce qui fait toute la différence, c'est son gras. C'est une race ancienne qui avait pratiquement disparu et on est quelques passionnés donc, qui avons décidé dans les années 80 à sauvegarder cette race. Donc il faut savoir que moi personnellement, le 1er mai 89, j'ai été chercher gradé glorifié et à cette époque-là, il restait 30 mères, 2 verras et un petit peu de semences congelées. Et ces animaux-là avaient été donc... on les avait conservés avec l'Institut technique du porc. Et aujourd'hui, il y en a combien donc des porcs noirs Alors aujourd'hui, on s'est mis en association, on a créé une structure, on est 60 éleveurs, il y a environ 1000-1200 truies en place et il y a bien 300 verras à peu près en production. Donc il y a une belle progression. Et alors vous, donc vous êtes éleveur, c'est ça? Et quelles sont les conditions un peu d'élevage? Voilà, donc je suis éleveur dans une petite région qui s'appelle les Baronnies. Aujourd'hui, dans les conditions d'élevage du porc noir de Bigorre, puisqu'on a obtenu en 2015 2 AOP,
une sur le jambon et une sur la viande fraîche, dont un petit peu les contraintes de l'AOP qu'on a voulu mettre en place. C'est les éleveurs qui ont élaboré le cahier des charges. Donc c'est 12 mois minimum d'élevage pour nos cochons. Les porcs sont élevés en liberté sur des parcours herbeux. On ne peut pas mettre plus de 20 porcs sur un hectare d'herbe. Le jambon, pour les petits jambons, ils sont affinés 20 mois. Et les gros jambons, dans les 8-9 kilos, 24 mois. Et l'alimentation de nos cochons, bon, c'est de l'herbe, mais aussi c'est des céréales à paille, du blé, de l'orge, du triticale. Et toutes les céréales sont tracées sans OGM. Ah, donc c'est très très précis hein, pour les conditions d'élevage. Peut-être qu'on peut goûter. Oui, justement, j'allais le dire parce que j'ai très envie. J'ai vu ça. Oui. Vous pouvez goûter le porc noir de Bigorre. Donc oui, on goûte ce porc noir de Bigorre qui est quand même assez relativement épais. Voilà, et il faut surtout manger le gras. Il faut qu'il y ait à peu près 50% de maigre et 50% de gras. Et c'est le gras qui donne tout le goût et tous les arômes à ce jambon. Très bien. Bah, je goûte ça tout de suite. Et donc pour l'affinage, en fait, comment ça se passe? C'est vous qui le faites? C'est vous qui prenez? Aujourd'hui, c'est des salaisonniers qui sèchent nos jambons. Donc ils sont salés au sel de Carrière, au sel gemme de Salis du Béarn. Ensuite, donc, à peu près 1 jour par kilo. Ensuite, ils vont dans une salle de ressuyage pendant 3 mois. Et après, ils sont pendus dans un séchoir à l'air libre, en contact avec l'air libre. Et la caractéristique donc, de séchage des jambons dans les Pyrénées, c'est qu'on a l'effet de fun, c'est-à-dire le vent chaud qui vient d'Espagne et qui favorise beaucoup à sécher le jambon. Et pour pas que nos jambons sèchent trop du côté maigre, qui croûte, on les recouvre systématiquement de graisse de porc et de farine de riz et on fait une pâte qui vient recouvrir tout le maigre du jambon. D'accord, merci beaucoup Denis et merci beaucoup Manon Blangis. Alors peut-être qu'on va garder cette assiette. Non, on peut aussi garder la pièce en entier hein, si c'est possible. Oui, on peut tout à fait. Moi je suis preneur. Si vous voulez, vous l'aurez pour ce midi si vous voulez. Pour le goûter. Merci à vous donc de vous être déplacés sur le studio du siècle vert avec votre produit du jour qui donne faim. Merci Manon Blangis et merci Hugo Franceschi. Oui, de retour donc dans le studio du siècle vert et on est accompagné cette fois-ci de 2 personnes, voilà, très connues, mais surtout leur voix puisqu'on est accompagné de Philippe Pétieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Véronique Augereau. Bonjour. Bonjour Dimitri. Alors les visages ne sont peut-être pas connus, mais par contre vos voix oui. Et pour vous dresser le portrait, Camille Garcette est revenu parmi nous avec sa manière particulière. Oui, tout à fait. Comme on le disait juste avant, il y a quelques minutes. Je fais les présentations en rap et donc là j'ai écrit un rap malheureusement que sur Homer. Je suis désolé, voilà, je me suis fait un peu taper sur les doigts, mais on va essayer ensuite de faire un feat, comme on peut dire ça carrément. Donc où je vous laisse prendre le rythme, etc. Et je pense qu'on va faire même un petit test avant pour être sûr. Voilà, donc on peut lancer l'instru. Exactement. Donc pour ceux qui comprennent, Philippe Pétieux, voix d'Homer Simpson, Véronique Augereau, voix de Marge Simpson. Exactement, donc j'espère que ça va être sympa. Le texte est assez court, mais justement, c'est pour qu'on puisse travailler ensemble. Ça va être cool. Philippe Pétieux, le doubleur des Simpsons. D'une certaine manière, c'est Homer en personne. Comédien, mais surtout doubleur de personnages. Des cordes vocales de plus de 60 ans d'âge. Vous rencontrez Matt Groening avec votre femme. Pour les Simpsons, vous êtes dévoués, corps et âme. Car aujourd'hui, votre compagne, ce n'est autre que Marge. Un coup de foot dans la série et au sens large. Mais votre vie ne s'arrête pas qu'à ça. Des jeux, des films et des doublages en vrac. Si jamais votre carrière de doubleur passe à la trappe, pourquoi pas alors vous mettre au rap? Voilà, donc là nous allons voir un petit peu si on peut prendre le rythme déjà. Je vous fais la première fois, juste pour voir au moins. 3, 4. Homer, 45 ans, vient de la ville de Springfield. C'est exact. Oh waouh. Oh, attendez, j'étais pas prêt pour ça. C'est génial. Ça allait? Mais c'est top. Alors attendez, on va continuer. Papa de 3 enfants, un garçon et 2 filles. Son dessert favori, c'est bien sûr les
Donut. Il travaille à l'usine et est souvent peanuts. Son expression c'est bien sûr Peanuts. souvent dans un bar, à l'usine ou sur sa chaise. À chaque fois qu'il rate, il lâche des mais c'est difficile de trouver une rime en Ah, c'est dingue. C'est dingue, c'est magique. Incroyable. Merci, merci vraiment, Voilà. merci. Les Philippe enfants Pétieux. qui sont là Oui, sont bah juste oui, fans. Ah mais tout le monde autour du plateau adore et merci à vous. Philippe Merci. Pétieux, encore désolé Véronique. merci. Courez vite parce que je pense que Véronique aura des comptes à régler après. Merci Camille Garcette donc pour ce portrait en rap. Peut-être un featuring bientôt avec Homer Simpson, on sait jamais. Oui. Avec grand Oui, plaisir. je resterai dans les coulisses, promis. Merci beaucoup Camille Garcette pour ce portrait en rap. Alors on l'a compris, vous êtes les voix de Homer et de Marge. Vous vous sentez en plus en tant que comédien ou en tant que doubleur finalement? On est comédien avant tout, et avant d'être doubleur. Et doubleur, le terme de doubleur, en fait, c'est même pas ça. Oui, le doublage est une spécificité du métier de comédien, quoi. C'est une partie comme la radio, comme plein d'autres choses, le théâtre, le cinéma, et voilà. Et justement, comment vous êtes arrivé dans ce monde du doublage, justement comment vous êtes arrivé là et comment ça s'est passé, l'évolution de votre carrière? Personnellement, moi, c'est... J'étais en émission de radio, j'avais une petite émission de radio à l'époque et on m'a dit mais avec la voix que tu pourrais peut-être faire du doublage et je suis allée suivre une amie qui était comédienne sur les bancs du doublage et à partir de là j'ai passé des petits essais. Des grands essais, mais on commence petit, hein, tu sais. Et petit à petit, voilà, on acquiert un peu d'expérience et le temps des Simpsons est arrivé, on a passé des essais de voix et j'ai eu la chance d'être choisie. Voilà. Ouais, une voix très C'était en particulière. 2089. Voix très particulière notamment. Comment est-ce que vous avez réussi à définir la voix qui irait avec le personnage? Vous faites la voix de Marge et des deux sœurs, Patty et Selma. Et de la maman quand elle vient de temps en temps. Quand elle vient de temps en temps. Alors elle est déjà enrouée à la base. On sent qu'il y a eu des gitanes sans filtre qui sont passées par là. Exactement. Et vous faites la voix donc de Homer Simpson, de Abraham Simpson, donc le père de Homer, et de Autobus. Autobus, oui. Voilà, le chauffeur du bus scolaire qui est un petit peu particulier. On se demande ce qu'il prend au petit-déj. Ouais. Comment est-ce que vous avez défini les voix de ces personnages? Comment est-ce qu'on arrive à se rendre compte qu'une voix colle bien au personnage? Déjà, et à la voix originale, hein, on écoute la voix originale. Non, ça prend du temps parce que pour trouver la voix d'Homer, en fait, j'ai mis trois saisons. 3 saisons, au début c'était un peu trop sérieux. Ce qui m'a aidé à trouver vraiment la voix d'Homer, c'est quand le grand-père est arrivé dans la série, Abraham. Donc il a fallu différencier les deux personnages et ça m'a permis de rajeunir la voix d'Homer et de la définir, la caractériser définitivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous auriez aimé doubler dans les Simpsons? Parce qu'il y en a beaucoup. S'il y en a un qui vous tenterait, ce serait lequel? Écoutez, c'est vrai qu'on est deux équipes. Il y en a une qui est polarisée plutôt sur la famille et plus Philippe fait, comme vous l'avez dit, Autobus. Et d'autres comédiens font tous les autres doublages annexes. Maintenant, moi, j'ai eu la chance une fois de doubler Michelle Obama et j'en suis très honorée. Non, moi j'adore le grand-père Simpson. Et Abraham, oui, Abraham, il me touche beaucoup. Il est... Voilà, il vieillit sans vieillir, hein, mais voilà, donc non, moi je suis content de doubler ces personnages. Peut-être Apu aussi, j'ai une affection pour Apu aussi. Ouais. Bah justement, on allait en venir par rapport à Apu, forcément, les Simpsons. Pour ceux qui ne suivent pas, Apu, un des personnages emblématiques des Simpsons, va être retiré de la série. Est-ce que vous comprenez justement la polémique qu'il y a autour de ce retrait du personnage qui est là depuis toujours en fait? Non, on a du mal à la comprendre parce que en fait Apu il est arrivé dans les premières saisons de la série, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années et c'est vrai que la communauté indienne à ce moment-là n'était pas aussi importante qu'elle l'est maintenant, donc il y a eu une polémique un petit peu injustifiée parce que on a accusé les Matt Groening et l'équipe des Simpsons de racisme par rapport à la communauté indienne. Je pense qu'au départ, c'était pas du tout ça. Et puis, il n'y avait pas une volonté de nuire. Il y avait juste une volonté de rire. Et l'humour nous permet beaucoup de choses. L'humour est une critique sociale aussi. Je pense qu'il faut... Ça reste de l'humour et je pense qu'il y a de l'affection aussi.
Voilà. Ouais. Donc pour ceux qui suivent pas forcément la polémique, Apu, un personnage de la série qui est indien, qui est épicier, a été retiré de la série justement parce que la communauté indienne accusait justement l'humour un peu à trop cause facile. de l'accent qu'avait pris le qui était comédien très connoté. américain. Voilà. C'est comme nous, on peut se moquer aussi de certaines communautés en France. Bon, on aime bien prendre les accents, c'est rigolo, mais je pense qu'il n'y a pas... Bon, après ça dépend de la manière dont c'est fait, quoi. Et vous avez pas peur qu'il y ait d'autres personnages qui peuvent subir la même polémique? On pense notamment à Krusty, qui est le clown juif de la série. Vous pensez pas qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver aussi, comme Ned Flanders qui était voilà, le cateau bien beau, bien propre, toujours tiré à 4 épingles. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore d'autres problèmes, puisque est-ce que ça ne va pas ouvrir une porte finalement aux problèmes sur les C'est ça dont il faut se méfier de toute façon, mais dans toute série comique et même pour tous les humoristes, jusqu'où peut-on aller dans l'humour, quoi. Oui, c'est une sitcom. Les Simpsons, c'est surtout une sitcom. Donc là, bien sûr que les portes sont ouvertes, mais bon, risquons. On va tenter. Merci donc pour ces précisions sur la vie des Simpsons et votre vie avec les Simpsons. On va parler dans quelques instants un peu plus précisément de vos carrières. J'ai eu du mal à croire tout ce que j'ai vu. Franchement, ça m'a impressionné. On en parle dans quelques instants avec vous. À tout de suite. Hugo Franceschi, vous êtes de nouveau dans ce coin-là. Vous êtes accompagné maintenant de Patrick Urban et vous êtes venu accompagner aussi. Tout à fait, je suis encore mis au coin, hein, j'en ai marre, ça m'arrive tout le temps. Commencez à vous poser les questions, Hugo. Mais oui, mais au moins c'est pour découvrir des choses intéressantes, puisque aujourd'hui, avec Patrick Urban, nous allons évidemment parler de technologie. Et aujourd'hui, Patrick, vous allez nous présenter un site internet. Vous êtes venu avec un invité. C'est évidemment c'est Sylvain Gessionnès, je le prononce bien. Exactement. Très bien. Et donc vous êtes venu avec Sylvain qui va nous présenter un site créé en 2015. C'est un site qui en fait aide à la vie économique d'une ferme, c'est bien ça? Exactement, les agriculteurs chaque année ils se posent les mêmes questions en fait. Comment bien vendre ma récolte ou comment rester rentable sans bien sûr subir de plein fouet les risques économiques comme la hausse des taxes, des charges, mais aussi la baisse des prix de vente. Et bien les réponses à ces questions, c'est pilotersaferme.com qui les donne chaque jour, en tout cas ils essayent. Et pilotersaferme.com, c'est quoi? C'est un assistant qui accompagne l'agriculteur jusqu'à la commercialisation du produit. Et pour en parler, nous sommes avec Sylvain Gessionnès, exactement, le cofondateur de pilotersaferme.com, mais aussi le directeur commercial. Bonjour et bienvenue Sylvain. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. C'est normal, bien sûr. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi que vous soyez là. Ma première question est toute simple. Pilotersaferme.com, comment ça marche? Eh bien, piloter sa ferme, avec les agriculteurs, on a créé Max. Max, c'est le premier assistant de pilotage économique des exploitations agricoles. Donc Max, il fait le lien entre des données extérieures à l'exploitation agricole, que sont les marchés agricoles, et des données internes à l'exploitation agricole, qui sont liées en fait au cadre de gestion de l'exploitation agricole, qui tiennent compte des caractéristiques de chaque exploitation et des caractéristiques et du profil de chaque agriculteur. Et Max propose une aide à la décision personnelle à chacun de nos utilisateurs pour savoir quand vendre et combien vendre sa production en lien avec un objectif de chiffre d'affaires à atteindre. Max est un assistant qui permet à l'agriculteur de prendre des décisions rationnelles et personnalisées. Donc Max, si je comprends bien, il accompagne l'agriculteur dans une mise au point d'une stratégie de vente. Tout à fait. Pour rentabiliser un maximum la récolte. L'objectif, effectivement, c'est que l'agriculteur travaille dans un environnement instable qui sont liés au marché agricole et qui sont liés à l'instabilité des rendements. Donc Max propose une aide à la décision rationnelle. C'est l'équivalent de Waze en voiture. Waze permet au conducteur d'atteindre un objectif et ça tient compte des caractéristiques de la circulation et du profil de l'utilisateur. Max, même chose, il tient compte des caractéristiques de chaque exploitation et du profil de chaque exploitant pour l'aider dans le pilotage économique de son exploitation, avec une approche à 360 degrés sur son exploitation, avec un chiffre d'affaires, avec des charges à atteindre et des objectifs à atteindre. Justement, comparé à une application bancaire, parce que là, ce que vous me dites, c'est que Max, il permet de gérer le portefeuille d'un agriculteur, comparé à une application bancaire. Eh bien, donc, en fait, quelles sont les différences et les avantages? En fait, c'est excellente image. On s'est inspiré de ce qui fonctionne dans le monde de la finance. Aujourd'hui, il y a des assistants qui gèrent des milliards de dollars, des milliards d'euros sur la partie financière. Et donc nous, on a transposé des modèles financiers au modèle agricole. Et le modèle agricole, il tient compte d'un environnement instable que sont les marchés, comme la finance, mais il tient compte aussi des particularités du modèle agricole à travers l'instabilité et la variabilité des rendements.
pour permettre à chacun de décider. D'où vient cette idée? Quelles sont les origines? Parce que vous êtes agriculteur et vos collègues aussi. Tout à fait. Donc on est parti d'un besoin et le besoin vient des difficultés des agriculteurs à prendre des décisions. Beaucoup d'agriculteurs cherchaient de l'information pour décider et donc nous, on est parti de leurs besoins pour savoir quand appuyer sur le bouton et à quel moment et en lien au profit de chaque exploitation agricole. C'est vraiment de l'high-tech pur et dur. Merci beaucoup Sylvain d'être venu présenter Max. Est-ce que vous pouvez montrer juste très rapidement Max à la caméra? Donc Max, il permet à l'agriculteur de savoir où il en est en temps réel sur l'atteinte des objectifs d'affaires. Max, c'est de la technologie, on parle effectivement d'algorithme. L'algorithme, c'est une puissance de calcul qui permet de mettre en relation plusieurs données. Et Max, il est construit avec de l'intelligence artificielle qui permet d'enrichir la puissance de Max pour permettre à chacun d'avoir une information. Et effectivement, l'agriculture, on est dans la révolution numérique au service d'une agriculture plus économique, plus résiliente. Dernière petite question, combien d'utilisateurs comptabilisez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus de 1100 utilisateurs. Merci beaucoup. D'accord, 1100 utilisateurs. Alors, on les félicite et on félicite aussi Max. Et on vous félicite, Patrick et Sylvain, pour être passés dans notre émission. Merci Hugo, merci Patrick, merci à vous de vous être déplacés donc, sur le studio du Siècle Vert. Alors, je pensais pas le dire un jour, mais toujours en direct avec Marge et Homer. Voilà, c'est un plaisir. Ouh, pinaise. Merci Dimitri. Le plaisir, Ouais, c'est c'est génial. cool, c'est cool. Justement, Homer, comment ça se passe? Est-ce que vous aimez bien le salon de l'agriculture, Homer? Ouais, j'adore, surtout que j'ai repéré Spider Cochon tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il est dans le hall 1, Oui. mais on va aller voir. Le Spider Cochon de Bigorre, c'est sympa. Hein. Je préviens Homer, le pavillon 3, c'est là où il y a toute la nourriture, il y a tout l'alcool, il y a tout ce qu'il faut. Ok, ça marche. Au 3, mais pas de donut, hein. C'est génial, c'est génial. Merci beaucoup. Donc je le disais, vous avez également doublé d'autres films, d'autres séries. J'en ai regardé beaucoup, il y a une liste très longue. Il y a Mars Attack notamment. Ouais. Men in Black, où vous faites Frank. Oui, le chien. Le chien Frank. Vous faites Voldemort dans Harry Potter. Yeah. Jurassic Park. Les Indestructibles, Kung Fu Panda, Un monstre à Paris avec Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Également Retour vers le futur, où vous êtes tous les deux dans le film. Oui, oui, oui. L'arme fatale, Total Recall, où vous êtes, Alvin et les Chipmunks, Terminator 2, vous êtes également dans le jeu vidéo Star Wars, et dans un film que mon père m'a fait regarder, MASH. Oui, MASH. Voilà, vous êtes dans la série. série. Voilà, où je double Alan Alda. Vous êtes dans des films, sans aucune offense, que mon père regarde et que moi je regarde. Comment est-ce que vous expliquez cette longévité? C'est impressionnant, vous êtes là depuis des années et vous bougez pas et c'est... Oui, non, c'est dire qu'on fait des choses, tellement différentes. Oui, vous citez en fait des films cultes. C'est ça, il y a des plein de films choses, c'est les films qui font qu'on compare. Oui, de toute façon. Il y avait True Lies aussi, on était tous les deux dans True Lies. C'est une liste non exhaustive, il y en a des centaines de films. Non, mais je pense que... Non, ce qui est bien, c'est de faire effectivement de doubler, de passer dans des personnages complètement différents. Mais je pense que ça, c'est aussi lié à la voix. On n'a pas une voix, je veux dire, trop marquée, ce qui nous permet de faire différents rôles, voilà, et de moduler davantage. Ouais. Dans quel rôle vous avez pris le plus de plaisir? Petite question piège. Personnellement, c'est quand j'ai la chance d'interpréter Jamie Lee Curtis. Dans tout ce qu'elle fait, pour moi, c'est un bonheur. Et pour vous, Philippe? Moi, j'adore retrouver Danny DeVito. Parce que Danny DeVito, c'est le pingouin, le pingouin, dans plein d'autres choses. Vous êtes son doubleur officiel en plus. Oui, enfin, j'ai la chance de le garder, quoi. J'ai Voilà, la chance. on vous rappelle. Oui, voilà. Et Danny DeVito, pour moi, c'est Homer Simpson en live. En méchant. Voilà, il est dans la composition, il est dans l'excès, et j'adore retrouver Danny DeVito, mais c'est pas de tourpeau parce qu'il est toujours dans la composition et c'est fatigant pour la voix. Il me fatigue. Fatigant. Mais quel plaisir. Vous faites des doublages pour les films entre guillemets classiques, pour des films d'animation, pour des dessins animés. Est-ce qu'il y a une différence notable pour le doublage justement entre films d'animation et dessins animés? Alors déjà un film, on a beaucoup plus de temps qu'une série. Ouais, Voilà. en plus oui, la série en plus. Si on veut parler des dessins animés, maintenant c'est un investissement autre.
on a tendance à surjouer un peu quand on fait, on peut prendre le cas des Simpsons, c'est vrai que c'est presque du surjeu, donc physiquement en fait c'est fatigant. Au bout d'une journée de travail, non seulement la voix est fatiguée, mais aussi on travaille debout derrière une barre et franchement on donne plus, je dirais. Ça dépend de certains films, mais je veux dire, c'est déjà au niveau du surjeu. C'est très physique. Et comment ça se passe justement une journée d'enregistrement d'épisodes des Simpsons? Vous faites un épisode par jour. Comment ça s'organise tout ça? Non, alors les Simpsons, on fait 5 épisodes c'est des 20 minutes, 5 épisodes en 2 jours. Mais on n'enregistre que la famille, c'est-à-dire il y a Homer, Marge, Bart, oui, comme on disait tout à l'heure, il y a une autre équipe qui s'occupe de personnages. Qui fait les guests. Donc on fait 2 épisodes et demi par jour. Ah oui, musclé comme voilà. Non, puisque pas complet. Pas complet, je dirais. Oui, mais ça concerne uniquement nos rôles. Nos personnages. Il me semble qu'il y a 30 ans, on commençait à 2 épisodes par jour. Bon, là, on en est à 2,5 et on connaît nos personnages à fond. Oui. Mais travailler dans le confort, ça nous permet aussi de peaufiner et de travailler excellemment bien sur ce produit, justement. C'est important parce que maintenant on va tellement vite surtout que là on prend le temps de bien travailler. Et vous continuez quotidiennement un peu à remodifier les voix, à retoucher, ou une fois qu'on l'a trouvée on ne touche plus? Une fois qu'elle est figée, on finit oui, ces voix elles sont fixées depuis des années, donc on retrouve ces personnages avec beaucoup de facilité, quoi. Dès qu'il y a les Simpsons qui sont programmés, on a la banane et on va enregistrer les Simpsons. Et vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi toutes les personnes qui regardent. Merci beaucoup pour cette deuxième partie. On va continuer encore à vous poser quelques questions dans quelques instants. Restez avec nous. Vous n'allez pas partir tout de suite. On retrouve notre homme de l'extérieur, c'est-à-dire Alban Gamet de Saint-Germain. Il court partout dans le salon de l'agriculture en duplex. Et on va le retrouver maintenant. Alban, où est-ce que vous êtes? Faites-nous rêver. Alban. Mercredi. Ah, on vous entend. Vous êtes où, Alban? Dites-nous où vous êtes. Ah, je reconnais. Et on vous entend pas, Alban. Alban, petit problème au niveau du micro, malheureusement. Mais on vous reconnaît, vous êtes au niveau du... bon. Ah, là, c'est bon. Alors voilà, Dimitri, est-ce que vous reconnaissez l'endroit où je me trouve actuellement? C'est le pavillon 5.2. Exactement, le pavillon 5.2 avec la camellerie est toujours en présence de Yann. Yann qui est à mes côtés, donc responsable de la camellerie, cette association qui s'occupe de différentes bêtes. Et là, on est dans un enclos avec donc des lamas et des ânes miniatures. Alors, on va rappeler un peu la camellerie. On va laisser Yann rappeler un peu le fonctionnement de cette association. Qu'est-ce que c'est que la camellerie? Donc, c'est une association qui a pour vocation de faire découvrir les camélidés. Donc notamment les grands camélidés comme le chameau et le dromadaire, mais aussi les plus petits comme le lama et l'alpaga. Voilà. Le but est donc de les faire découvrir au public. Voilà, de le faire découvrir au public. On peut aussi vous retrouver à Fény, cette petite ville qui est à 20 minutes de Valenciennes, où vous avez dit mercredi, c'était 5 hectares, c'est ça? Oui, c'est ça, 5 hectares avec 45 chameaux et dromadaires, plus une vingtaine même de lamas et d'alpaga. Alors justement, voilà, les lamas, ils sont derrière nous. Là, il y en a un qui nous regarde et ils nous regardent tous même, quasiment. Pendant que Mélodie Sforza vous montre ça. Alors justement, le lama, c'est quoi sa spécificité? Déjà, ils viennent d'où? Donc le lama, lui, il vient d'Amérique du Sud. Donc contrairement aux chameaux et aux dromadaires, mais ce sont pour autant des cousins. Donc au niveau alimentaire, ils vont manger la même chose, donc c'est-à-dire du foin, de la paille, de l'herbe, des carottes, tout ce qui est haies et puis ronces, orties. Mais contrairement à ses cousins, lui il n'est pas capable de porter un homme, puisqu'au maximum il va porter une 30aine de kilos. Donc c'est un bon compagnon de randonnée si on veut mettre son sac à dos sur son dos, mais on ne va pas savoir monter dessus. Voilà. Et alors, même question que pour les chameaux, de quoi se nourrit le lama et vous à Fény, donc sur les 5 hectares que vous avez, quels sont leurs quotidiens? Eh bien alors, ils vont passer l'été, ils vont le passer en pâture. Sur de l'herbe avec foin et paille en complément alimentaire, puisque sinon ils vont être malades avec de l'herbe trop grasse. Puis l'hiver, ils vont le passer comme les chameaux et dromadaires dans un box, qui est un grand box dans lequel ils vont être tous ensemble et où ils vont sortir 3 à 4 fois par semaine dans un rond de sable. Voilà, tout simplement. Et alors, quand on parle de lama, Dimitri, on pense automatiquement à une des caractéristiques des lamas qui est de cracher. Pourquoi ils crachent? Oui, tout à fait. Donc le lama crache, donc tout comme le chameau. Tout simplement, en fait, c'est un moyen de défense, c'est de la prévention. Avant de mordre ou d'attaquer avec ses antérieurs et ses postérieurs, il va d'abord cracher. Donc si la personne ou l'autre animal en face n'a pas compris
après le crachat qu'il dérangeait, eh ben, l'étape supérieure sera de l'attaquer. Voilà. Voilà, donc ça reste des animaux assez sympas puisqu'ils vous préviennent quand ils vont vous défoncer la tronche. Alors, on va essayer de ne pas se faire cracher dessus. Et on va terminer justement en revenant un peu sur les chameaux et les dromadaires, puisque en parcourant le petit fascicule que vous nous aviez donné hors antenne, j'ai vu que vous proposiez quelque chose de spécial que vous voulez lancer. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Oui, en fait, ce sont les... donc, avec les chameaux et les dromadaires, donc on fait de la location, tout simplement. Donc on vient chez vous avec nos animaux pour tout ce qui est mariage, baptême, des fêtes de village, toutes sortes de choses qui sont, si vous le proposez, peut-être possibles et où on fera un plaisir de venir. En plus de ça, donc là, on espère ouvrir nos publics juste après le salon de l'agriculture. Voilà. Il y a aussi un aspect médical aussi avec les chameaux. C'est vrai que cette ouverture au public va nous permettre d'essayer donc la camélothérapie, qui a pour avantage que les camélidés sont assez curieux. Donc ils iront vers n'importe quelle personne et comprendront rapidement qu'avec telle ou telle personne, il faut être plus calme qu'avec d'autres. Et voilà, il y a beaucoup à découvrir chez eux, ils ont beaucoup d'amitié à donner. Et donc ça peut être intéressant de développer la camélothérapie. Voilà. Eh bien, merci Yann, voilà. Merci Alban. Un seul site internet www.lacamellerie.fr pour aller voir toutes les informations. Et sinon, tout simplement, au pavillon 5, au 2e étage. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain, donc notre envoyé spécial dans le salon de l'agriculture était donc au pavillon 5.2 avec les lamas que vous irez voir je pense. Ouais. Merci beaucoup Alban. J'ai une petite demande. Oui. Tout à l'heure vous êtes parti en improvisation avec la voix de Marge et Homer qui sont vos voix emblématiques de votre métier. On se demande qu'est-ce que ça donnerait une dispute entre Marge et Homer au Salon international de l'agriculture. Ça donnerait quoi, d'après vous? Bon, merde, tu vas pas chercher Spider Cochon partout dans le salon, il y a quand même beaucoup de halls, non? Mais biche, j'adore Spider Cochon, le Spider Cochon de Bigorre. Oui, bah je crois que je l'ai vu passer en jambon, ton Spider Cochon, hein. Il était à côté du lama. Eh ben viens. On va essayer d'aller voir le lama si tu veux. Non, je vais voir Spider Cochon. Pinaise. Bon, allez, viens. On va aller au hall 2, 3. Hall 3. Oui. Hein? Ouais. On va aller manger un petit peu, d'accord? Yes, des côtes de porc. Ouais, c'est ça. Et je te promets un donut exceptionnellement aujourd'hui, d'accord? Ok. Mais pas de d'œuf. Ouais, non? Pas de d'œuf. Bon, ok. Non, du bon. champagne. C'est génial, c'est exceptionnel. Un plaisir. L'enfant qui est en moi est en train d'exploser de joie. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, notamment les après-midi où je devais aller à l'école, mais je restais sur W9 et sur M6 pour regarder Simpson. Voilà. Désolé maman, tu l'apprends maintenant. Vous êtes donc doubleur pour Homer et Marge, pour ceux qui ne l'avaient pas encore saisi forcément. Est-ce qu'il y a d'autres univers que vous avez aimé explorer, autres que le doublage? Notamment, je pense à Richard Darbois, qui est aussi doubleur pour Aladdin, qui fait aussi les voix pour Énergie et travaille en radio. On en parlait tout à l'heure justement pendant le duplex. C'est quelque chose que vous aimez. Est-ce que ça vous tenterait de lancer dans une aventure de radio? Vous en faisiez avant, oui. Pour vous lancer justement là-dedans, ça vous tenterait ou pas? Ah oui, mais je pense que c'est un monde de l'imaginaire, comme le travail de la voix. De toute façon, vous êtes bien placé pour le savoir. Eh bien, c'est un monde merveilleux que la radio. Oui, moi, si je pouvais en faire plus, j'en ferais, et encore et toujours. Vous avez choisi la bonne voie, VOIE. Grâce à votre belle voix VOIX, je vous assure. Marge Simpson qui dit que j'ai une belle voix. J'adore. Est-ce qu'il y a une sorte de solidarité entre doubleurs, justement? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Est-ce qu'on parle de Richard Darbois, qui est énergie, que tout le monde a entendu au moins une fois? Est-ce qu'il y a une sorte de solidarité entre doubleurs? Vous donnez des conseils, vous dînez ensemble, vous prenez des apéros ensemble. Est-ce qu'il y a une solidarité là? Oui, c'est un petit monde, c'est des familles. Et puis là, on parle de Richard Darbois. Nous, dans le métier, on le surnomme The Voice. Il y a des histoires de génération parce qu'on a démarré en même temps dans le doublage. Donc on se voit souvent, on se fréquente dans les studios, on se voit en dehors des studios. Maintenant, il y a des générations nouvelles qui arrivent. Nous, on a un petit peu rempli notre escarcelle de voix. Il y a de l'expérience. Mais on en fera d'autres. Voilà. Non, ce qu'il faut dire, c'est que pour cette nouvelle génération, c'est vrai qu'on est pas un modèle, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai qu'ils nous prennent un peu comme exemple et ils aimeraient qu'on transmette notre savoir. Et là
où Philippe a un rôle intéressant aussi, c'est qu'il il est directeur artistique sur des versions françaises. Oui. Et notamment 24 donc heures chrono. il guide les comédiens français, donc la nouvelle génération et autres, dans certains rôles pour cette version française. Et ça, c'est important de transmettre notre savoir par rapport à ce c'est travail. l'occasion de découvrir des nouveaux comédiens, des nouvelles comédiennes, des nouvelles voix. Donc le travail de directeur artistique, c'est un travail de chef d'orchestre et puis de casting. Donc on transmet notre expérience, notre savoir. Bon, voilà, on est dans le sens de la transmission. Et quel est le premier conseil que vous donnez à un jeune qui veut se lancer dans le doublage, justement? Être patient. Être patient et puis surtout, c'est un métier d'acteur. C'est pas du karaoké, quoi. Faut pas se tromper. C'est pas parce qu'on a une belle voix ou qu'on peut faire plusieurs compositions comme ça il faut avant tout être comédien. Il faut être comédien, comédienne, il faut être acteur pour faire ce métier. Et donc, un mauvais comédien fera potentiellement un mauvais doubleur, du coup. Oui, exactement. Oui, ça s'improvise pas, c'est un vrai métier d'acteur. Est-ce que vous êtes déjà échangé des rôles, justement, Richard, qui était, par exemple, je prends toujours l'exemple de Richard Darbois, qui est quelqu'un que tout le monde connaît, que tout le monde vous visualise très vite et tout le monde reconnaît sa voix. Est-ce qu'il a déjà été casté pour certains rôles et finalement a dit non, je pense que Philippe Pétieux ce serait mieux pour ce rôle? Est-ce que vous êtes déjà un peu échangé des rôles comme ça? Non, c'est pas, avec Richard, on ne s'est pas retrouvés sur les mêmes castings parce qu'on n'est pas dans le même registre de voix, quoi. Richard est beaucoup plus dans les graves, des beaux graves, des graves magnifiques. Donc on ne s'est jamais retrouvés sur les mêmes castings. En revanche, je me suis retrouvé avec certains copains sur les mêmes castings. Je pense à Hervé Bellon aussi, on s'est retrouvés sur les mêmes castings parce qu'on a les mêmes emplois vocaux. Voilà. Vous êtes, en plus d'incarner Homer et Marge, qui sont donc un couple, vous êtes également mariés. Comment vous arrivez à mélanger vie perso et vie professionnelle, justement? C'est pas trop compliqué? Est-ce que pendant certains moments, la voix monte à la maison parce que la vaisselle n'est pas faite? Il n'y a pas une voix de Marge qui part ou... Non, personnellement, non. Quand je quitte un auditorium, je mets la clé, hop, sous la porte, c'est fini, et on passe à autre chose. Voilà. Non, pour Philippe, c'est un peu plus délicat. Oui, de temps en temps, je hante ces nuits avec la voix du grand-père Simpson. Voilà. Je fais des cauchemars avec la voix du grand-père. Hein. Mais des vrais cauchemars, et je hurle en pleine nuit avec la voix d'Abraham. Voilà. Ah oui. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Sympa, ouais. Et le grand-père qui hurle, c'est... La première fois, ça m'a fait rire. En me disant, non, il est trop drôle quand même, faire ça, voilà. Mais en fait, non, c'était une peur panique et ça arrive 2-3 fois par an. Bibiche. Voilà. Voilà. Alors, on peut rire ou le secouer en disant, c'est bon. Hein. Allez, on a compris la vanne maintenant. Oui, non, réveillé par le grand-père Simpson, ça va être compliqué. Et comment justement s'est passée votre rencontre dans ce monde de doubleur? On se côtoyait dans les couloirs du doublage. Et de fil en aiguille. Voilà, et de fil en aiguille, si on peut dire ça comme ça. Oui. Non, mais et comme on travaille dans le noir, ça nous a rapprochés. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Longue vie aux Simpsons, longue vie à votre carrière. Félicitations pour tout. Merci. Et merci pour tout. Vraiment, ça a été un plaisir incroyable. Et on se retrouve, il y a une saison 31 et 32. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et longue vie donc aux Simpsons. Merci Philippe Pétieux. Et merci Véronique Augereau d'être venue sur le plateau donc du studio du Siècle Vert. Juste pour finir, non justement restez là, j'ai pas envie que vous partiez. On retrouve Bastien Cochet. Bastien, alors je vais être honnête avec vous, je me suis noyé dans les fiches. Donc soit vous vous débrouillez, c'est pas grave. Soit vous faites le plan du jour qui arrive. Ce qu'on peut faire si vous voulez, vous pouvez faire les relances. D'accord. Comme allez, ça, on vous récupérez le fait les papiers. Moi je les cherche du coup de côté. On va le faire à deux, je vais me rapprocher un peu de vous. Yes. Hop. Alors. Donc, bonjour Philippe Pétieux, bonjour Véronique Augereau. On va faire un petit programme en fait, tous les jours on fait un petit programme de la journée sur le salon, de ce qui se passe. Alors, donc puisqu'on est samedi et qu'on est midi, je me suis dit que vous auriez peut-être... Je vous confirme, j'ai perdu mes fiches. Voilà, je confirme. Je me suis dit que vous auriez peut-être un peu faim. Du coup, pour bruncher, je me suis dit qu'un peu de confiture, ce serait une bonne idée. Alors, vous pourrez aller au stand des Hautes-Alpes. C'est juste en train de se finir, mais il y aura une autre session de 17h à 18h sur le pavillon 3, où en fait, des artisans cueilleurs fabriquent de la confiture pour un magnifique brunch. Et ça vous donne faim? Oui, j'adore.
Hein, c'est la confiture des Alpes. Et oui, et c'est la confiture de cynorhodon. C'est une baie qui serait 20 fois plus riche en vitamine C que l'orange. Donc allez-y. Ouais, ça speed ça. Et donc, si vous voulez faire un bon brunch, il vous faut bien sûr du bon pain. Et pour cela, je vous conseille d'aller au pavillon 2.2 où il y a un fournil des céréales, au stand B27 toute la journée. Il y aura un atelier de dégustation de pain chaud pour aller avec la confiture bien sûr et de fabrication de baguettes. Donc la baguette, institution française, pas trop pour Homer ni Marge, mais ce sera sous toutes ses formes, miche, baguette, boule, et il y aura aussi même des pains étrangers, focaccia, si ça vous donne envie, avis aux amateurs. Et aujourd'hui, comme tous les jours, je donne un petit conseil aux parents pour qui regrettent déjà 5 minutes après d'être entrés dans le salon d'agriculture d'avoir amené leurs enfants avec eux. Alors pour cela, j'ai une petite activité et aujourd'hui on va encore parler des abeilles puisque ce sera une activité où vous pourrez découvrir une ruche digitale. Voilà, donc pas d'abeilles, pas de risque de se faire piquer. Voilà, les abeilles, vous connaissez la situation un peu critique des abeilles. Donc pour sensibiliser, vous pourrez aller visiter cette ruche. Voilà, les abeilles virtuelles. Intéressant à regarder, une ruche virtuelle, ça peut être sympa. Merci beaucoup Bastien Cochet donc, pour nous avoir proposé le programme de la journée qui arrive. Merci de ce beau projet pour tout le monde, pour les grands et pour les petits. Merci Bastien. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci infiniment du fond du cœur d'être venus sur ce plateau, de nous avoir proposé Marge et Homer. J'ai une dernière requête. Dernière, ultime. Promis, c'est la dernière. À 13h45, on a une autre émission avec Cyril Arnaud qui est un hypnotiseur. Est-ce que vous pouvez, en regardant la caméra qui va s'installer devant vous, dire rendez-vous à 13h45 pour l'hypnose sur Fréquence ESG, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire ça pour la caméra? Ici. C'est juste celle-là, voilà. Rendez-vous à celle qui est devant vous. Voilà. 12h ou 13h 13h45, voilà, c'est écrit juste là avec Cyril Arnaud, 13h45 en direct pour de l'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous rendre ce service magique? Bon alors nous avons un prochain rendez-vous, assez intéressant. À 13h45. Oui, c'est un rendez-vous avec un hypnotiseur. Oui, c'est pour l'hypnose. Ah, Bibi, tu me regardes dans les yeux là. Ah, c'est bizarre ce qui m'arrive. Merci infiniment, vous l'avez compris, donc prochain rendez-vous 13h45 avec Cyril Arnaud et toute l'équipe pour une émission spéciale d'1 heure sur l'hypnose. Il y a déjà des belles surprises qui vont arriver, donc rendez-vous à 13h45 sur ce même plateau. À tout à l'heure. Merci infiniment.